Salut la gang de riders. Aujourd'hui au podcast, on reçoit quelqu'un qui a porté bien des chapeaux dans le monde du motocross. Ancien coureur, membre du conseil d'administration de la FQMHR, c'est aussi le propriétaire de la piste X-Town que vous connaissez sans doute. Il s'agit d'Olivier Corbeil. T'as oublié de dire tout de suite après ceci. Excuse-moi. Tout de suite après ceci. En direct du studio de MotoX. Andréane, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Top shape, top shape. On a un vrai gars de motocross aujourd'hui. Quelqu'un qui a beaucoup d'histoire dans le milieu du un gars qui est MX. vraiment dans le milieu, là. Absolument, absolument. Écoute, on a des histoires ensemble. Olivier Corbeil, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yeah, ça va bien. Et écoute, avant l'entrevue, je me disais, écoute, Olivier, il faut que je te présente comme il se doit, une bonne présentation, parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas. Et puis là, je cherchais une façon, parce que t'as fait plein d'affaires. Pilote de motocross, t'as fait de la télé, t'as fait... écoute, maintenant, t'es propriétaire d'une piste de pratique de motocross. X-Town, pour ne pas la nommer. Absolument, on va en parler, ça c'est sûr. Fait que finalement, t'es un comme moi, t'es un passionné de bike depuis l'enfance. Ben, pis tu sais, on se le cachera pas. Ce qui m'a amené là, c'est mon père. Puis ça aurait été vraiment cool, d'ailleurs, s'il avait été genre avec nous autres ici pour nous parler du Supercross de Montréal. Mon père a fait le Super Motocross de Montréal depuis le début. Ouais. Donc, genre, depuis 1977. Je suis né en 80. Fait que faites le calcul que dans le premier, j'étais dans le ventre de ma mère. Au deuxième, j'étais là. Puis j'en ai pas manqué un. De là où le motocross. Pareil, hein? C'est fou comment c'est. Hey, écoute, j'arrive à 40 ans, là, puis c'est plus vieux que moi, c'est quand même comme événement. Donc, c'était ton père qui organisait ça? C'est mon père qui a organisé ça depuis le début, pour partir là, du début. La première, deuxième version, là, écoute, ça reste vague, j'étais pas là, fait que c'est tout ce que j'ai entendu. C'était pas mon père en tant que tel, il avait été engagé par des visionnaires qui disaient « Hey, ça serait cool de faire comme ils ont fait à Vegas, puis on fait ça. » Il a mouillé, il y avait pas de toit, ça a été pas mal un flop. Mais la Rio, la Régie des installations olympiques, a dit « Ah, ben nous, on croirait à cet événement-là. Et M. Corbeil, on aimerait ça que vous l'organisiez pour nous. Okay. » Fait qu'il a été promoteur délégué, c'est-à-dire que c'était la Rio, le gouvernement qui était promoteur officiel, c'était les propriétaires du stade. Puis lui, il était engagé pour faire l'événement. Et là, on part vraiment fort, là. Vraiment. Mais on a eu un retour du Supercross de Montréal. Malheureusement... ça n'a pas fonctionné. Non. C'est-tu quelque chose que tu reprendrais pour un peu? Jamais Vincent. Non? Moi, je savais la réponse. Hey, la réponse est claire. Non, puis vraiment, absolument rien contre le sport, ni contre les activants du sport, ou peu importe, les commanditaires, c'est à la base, le stade est désuet. Le monde ne veut plus aller au stade. Il n'y a plus de parking au stade. Le son, il est à chier au stade. Tu sais, le nombre de variables qui font qu'on veut pas aller au stade avant même de présenter un spectacle, je pense que c'est peine perdue. C'est comme partir avec 2 prises, là, faire un Ah, carrément. Tu sais, c'est tu pars avec la corde au cou, là, puis là, t'espères juste pas qu'à tire, là. Okay. Puis, tu sais, l'événement a été extrêmement populaire dans des années où on n'avait pas Internet, on n'avait pas de comparaison. C'était, si tu voulais avoir un show, t'allais là, tu sais. Là, on pogne un téléphone en 10 minutes. Je vais vous montrer des affaires plus spectaculaires que ce qu'on peut voir au stade, de ce que les Québécois ont les moyens d'avoir. Et gratuitement. Et gratuitement, tu sais. Puis, on va du début à la fin, vite. La dernière année, tu te souviens de notre show de freestyle, t'en faisais partie. Hey, c'était un show de freestyle. C'était de calibre X-Games. Oui. Puis ça avait coûté 45 000 $ en salaire. Ça, c'est pour comme 5 gars, là. Wow! Ça, c'est extrêmement... Puis, tu sais, c'était pas Ben le plus cher, malheureusement, là, mais tiens... J'étais le plus cher? C'était pas Ben. C'était pas Ben. Parce qu'un gars comme Tom Pagès, tu sais, ça coûtait extrêmement cher, puis ben, c'est ça, on prend notre téléphone. 10 minutes plus tard, là, je t'ai montré plein d'affaires super spectaculaires que si tu vas au stade, ben, tu risques d'être sur ta soif un peu, parce que, dans le fond... Tu regardes les Supercross américains, tu sais, c'est un show, c'est écœurant comme show. Là. Moi, je suis ça à côté. Mais c'est une série, c'est un promoteur unique. Quand tu dis que le seul promoteur indépendant en Amérique du Nord de Supercross, c'est Daytona. Pendant longtemps, il y avait Daytona puis nous. Mais là, on n'a pas survécu. Puis même Daytona, je veux dire, Sport, c'est pas nécessairement plein à chaque année non plus. Non, mais ça soulève des passions. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle du Supercross de Montréal, les gens sont comme... J'avais écrit un blog
sur le Supercross de Montréal avant qu'ils reviennent, peu importe. Écoute, il y avait eu tellement de commentaires. Je pense que Ali s'était retenu sur ton clavier. Je me retenais parce que, tu sais... tout le monde a sa théorie. Oui, tout le monde, exactement. Tout le monde a sa théorie. Les 4 roues. Le side-by-side, c'est de la merde. Ça prend les autocross, tu sais. Puis je suis un peu d'accord avec tout ça dans le sens où les belles années du Supercross... Bon, la Rio, qui était le promoteur original, eux, ils ont des tableaux Excel là, dans lesquels tu rentres le nombre de billets que tu as vendus l'année d'avant, puis l'année d'avant, qui font des moyennes, puis ça ment pas. Ils savent à 1000 billets près combien tu vas vendre l'année d'après. À peu près, ils se trompent pas vraiment. On a fait... Fait que, mettons qu'on va au pic, là, en 88, il y a eu 80-85 000 spectateurs, genre, sur 2 soirs. Sur 2 soirs. Il n'y aura plus jamais ça, là. Je veux pas être négatif, mais... Un événement au Québec qui amène ça, oui, on peut pas, là. Mais, ça se ferait même pas, là. Je veux dire, à part d'un plaine, je vois pas comment qu'on pourrait rassembler autant de monde. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là, ben, la courbe d'un produit, comme n'importe quel produit qui a une courbe de croissance et d'évolution après, ben, elle descendait, 81, 70, là, maintenant, on tombe à un soir, plein pendant un soir, pendant 10 ans à peu près, mais parce que t'es plein au début, l'offre était à 65, t'es plein à 50, mais la dernière année que t'es plein, ben, l'offre était à 51, puis là, t'es à 50. Fait que, tu sais, l'offre, la demande elle descendait, puis là, pendant 5 à 10 ans, un bon 10 ans, il y a eu la vague Ben Milo et JSR. C'est carrément ça. T'sais, JSR, lui tout seul, a rempli le stade pendant longtemps et a fait mentir la courbe qui était supposée descendre. Carrément. Il faisait à lui tout seul, faisait remplir le stade. Les gens allaient pour le voir. Carl, JSR, Ben, c'était vraiment, c'était une époque où nos vedettes étaient un petit peu plus affichées en mode général. On voyait beaucoup plus à la télé à l'époque. Fait que on s'associe un petit peu plus à ces gens-là. Ben et surtout JSR étaient beaucoup plus connus du monde de Monsieur Tout-le-Monde que ce que Kevin Benoit peut l'être aujourd'hui. Puis c'est pas contre Kevin, c'est juste à l'époque. C'est que c'est une autre époque, comme tu carrément, dis. Rien contre Kevin. Écoute, le meilleur gars au monde, Kevin, pilote, écoute, avec du talent, ça n'a même pas de bon sens, mais on n'est plus dans le même monde qu'on était. Tout, si je regarde à l'époque, Carl Vaillancourt, qui était mon idole, écoute, Carl passait à Adlib. Je veux dire, nous autres, on s'en rappelle, on est exactement. Si vous êtes dans la fin trentaine, comme nous autres, vous vous rappelez d'Adlib, c'était le show de télé. Et Carl était assez big pour se faire inviter dans des gros shows de télé, là, comme Adlib avec Jean-Pierre Coallier. Puis là, évidemment, il parlait du Super Motocross de Montréal. Puis il y avait le numéro 1, c'était le champion canadien. C'était la personne qu'on regardait qui avait une chance de gagner au Stade olympique. Fait qu'on avait vraiment quelqu'un qu'on pouvait s'identifier. Mais Carl, c'est un peu une exception. Là. Je veux pas rien enlever à personne, là, mais tu sais, Carl, il y a bien des filles qui allaient le voir parce que c'était Carl. Il y avait le package. Il y avait le package. C'est sûr. Il passait bien à télé. Quand le chum disait à sa blonde, hey, on s'en va au Super Motocross, ça me tente pas, Carl va être là. OK! Oui, mais ça aide tous les sports, des figures comme ça aide vraiment tous les sports. Puis un JSR qui, tu sais, il a comme fait ce que tous les Québécois rêvent, là, c'est-à-dire il a essayé de percer aux États, puis il s'est acharné à essayer de percer aux États. L'histoire. Il gagne le respect de tout le monde, puis après ça, quand tu l'as, qui vient courser dans ta cour, tu capotes, tu fais comme... Contre les Américains. Contre les Américains, puis c'était tough de payer des gars, parce que les riders au Supercross, il fallait les payer pour qu'ils viennent. Pour lui donner, au début de sa carrière, c'était plus comme faites pas venir des trop gros gars parce qu'on veut pas qu'ils se fassent laver non plus, tu sais. Mais à la fin de sa carrière, c'était comme OK, c'est qui qu'on va amener qui va être capable de se donner de se faire la retorde parce qu'on voulait pas qu'il parte avec la victoire et que ça a l'air arrangé non plus. On le sait tout. On peut parler là ou plus tard, là, sa dernière victoire de ces 5, c'est un conte de fées. On aurait écrit une histoire du genre. Puis personne n'y aurait cru. Puis les gars contre qui il s'est battu, c'était très, très légitime. C'est la photo avec ton père, ça? Oui, je pense que c'est la photo avec mon père, exactement. Exactement. C'est quelle année, ça, Olivier? Tu t'en rappelles-tu? 2008? Ouais, je pense. 2008. Ça a fini en 2012, cette belle aventure. Puis 2008, c'est vraiment la fin de nos bonnes années. On va se le dire. Tout de suite après ça s'est mis. Fait que là, on voit ton père. Mon père en santé. Très heureux. Parce qu'on avait eu une belle soirée. Absolument. Ben oui, puis Jean-Sébastien qui est là qui se faisait remettre un trophée, je pense, pour sa carrière. Un hommage à sa carrière. C'est ça, exactement. Avant la finale. C'est que, comme on dit, c'est un conte de fées. Le gars, pour ceux qui s'en souviennent pas, là, il y a un accrochage en qualif. Ça n'a pas bien été. Il bosse son pipe, puis il se qualifie pas.
Fait que là, il passe dans le repêchage, puis il n'y avait pas comme 3 rondes de repêchage, c'était juste, tu sais, qualif, last chance, puis finale après, tu sais. Fait qu'il s'en va en last chance, puis je pense qu'il prenait les 4 premiers. Bon, évidemment, last chance, il n'y a pas vraiment de qualification, part en avant, de compétition, part en avant, gagne. Mais là, il se ramasse avec un pic de fou, de merde sur la gate. Là, tu vas perdre du monde, c'est sûr, qui connaissent pas trop ça. T'as raison. Ta position en qualification te donne ton choix pour la position sur la grille de départ, pour la finale. Okay. Donc là, étant qualifié en repêchage, sur 20 participants, il y a à peu près le 16e choix. Ouais. Puis tu le sais, Ben, tu as coursé longtemps en motocross, c'est hyper important le départ. Parce que contrairement, mettons, en automobile, où tu pars déjà à queue leu-leu par rapport à ta vitesse, là, même que tu as été plus lent, tout le monde part en même temps. Mais là, je vous interromps, je veux faire une parenthèse parce que je trouve ça vraiment pertinent, là. Tu choisis ta place quand tu pars. Tu sais, moi, je pensais que c'était de 1 à 20, 1, 2, tu sais. Non, c'est le premier, celui qui a été qualifié. Il y a 2 manches de qualification. Les 2 qui ont gagné vont avoir les 2 premiers pics. Puis celui qui a fini le plus rapidement des 2 va avoir le premier. Puis c'est super important parce que tu veux, veut pas, il y a une ligne qui est un petit peu plus courte à parcourir. C'est de la stratégie aussi. La stratégie, tu vas être un petit peu plus à l'intérieur parce que là, tu veux pouvoir pousser les gars. Si tu es à l'extérieur, là, checker bien le punch, tu es à l'extérieur, ben là, si tu pars pas comme une fusée, ben tout le monde va te pousser. Puis là, cette fois-là... Jean-Sébastien partait de l'extérieur. Il y avait un mauvais pic de départ. À l'extérieur, beaucoup moins de chances de partir en avant, donc beaucoup moins de chances de gagner la course. Mais tabarouette, vas-y, explique-les. Écoute, j'ai des frissons à le raconter encore. Oui, de l'extérieur, je vois encore la piste comme si c'était hier. Un gauche-droit bien serré. Devant tout le monde, pas premier. Mais c'est très rare. Je pense que j'ai jamais vu ça. C'est rare au bout. Quelqu'un de partir de l'extérieur. Parce que c'est un entonnoir, là. Donc, c'est beaucoup plus long à parcourir comme distance de l'extérieur. Que la personne qui est à l'intérieur. Exactement. Mais il l'a fait. Je sais pas comment il a fait. Mais il devait avoir le couteau entre les dents. Ça devait être hallucinant. Il va falloir qu'on en parle quand il va venir au podcast. Ouais. C'est sûr qu'il va t'en parler parce que ça doit faire partie. Ça n'a pas le choix de faire partie d'un petit bout plus beau moment de sa carrière. Je veux dire, moi, j'ai pas été là les 40 années du Supercross. Évidemment, j'ai été là, mais je veux dire, j'étais pas conscient de toutes ces années-là, puis ça reste le plus beau moment que j'ai vécu. Je sais qu'il a gagné 5 fois. Je me souviens pas du podium de ces 5 fois-là, tu sais. Mais cette fois-là, je veux dire, j'avais plus de voix à la fin. Moi, j'avais à faire l'entrevue avec lui, puis j'étais sur le bord de brailler. J'étais comme, qu'est-ce que je te pose comme question au gars qui vient de vivre le plus beau moment de sa vie, tu sais? Comment tu te sens, tu sais? C'est parce que c'était sa dernière course en carrière. OK, en plus. Non, c'est ça. Cinderella Story. Tu pourrais l'écrire, surtout avec l'histoire du mauvais départ, puis si, puis ça, que tu ferais comme, c'est un film, c'est arrangé avec le gars j'ai des frissons. J'avais fait un Instagram live cet hiver avec Jean-Sébastien, puis on avait parlé de l'histoire de la course, et il m'avait appris que il était pas content la journée d'avant la course, c'était les pratiques, et il n'y avait pas eu des bonnes pratiques, et il était retourné chez lui le samedi matin à Actonville pratiquer justement des départs. Parce qu'il était pas confiant, il était pas sûr qu'il était pour performer. Il était retourné chez lui à son circuit avec sa moto le samedi matin de l'événement, pratiquer une tonne de départ. Il a pris son pick-up, il est remonté au stade olympique, il a fait de la course le soir et finalement ça y a servi. Ouais, définitivement. Et il est parti premier. Et après ça, je me souviens pas s'il y a eu des challenges. C'était un moment flou dans ma tête. Il était intouchable. Ouais, je me souviens que j'avais perdu mon micro, là, puis une chance, Félix avait été là pour me garder calme parce que j'étais plus le reporter, j'étais le big fan qui venait voyait son héros de jeunesse qui gagnait la course. Puis là, tu sais, le stade, des moments comme ça dans le stade, là, il n'a pas eu une tonne. Il n'a pas eu une tonne, non, c'est ça. Est-ce que vous pensez revivre ce genre de moment-là un jour? Tu sais, on disait tout à l'heure, les belles années du stade sont derrière nous. Est-ce que les belles années du motocross au Québec sont derrière nous? Vous avez quand même espoir qu'à un moment donné, il y a des nouveaux talents qui vont ressurgir puis qui vont vous faire encore vivre ce genre de moment-là? Honnêtement, là. J'espère. On sera pas trop dark, là. Pour être positif dans ce que tu dis... le motocross va beaucoup mieux qu'il allait à l'époque. Ouais. Le motocross, en général, va beaucoup mieux qu'il allait à l'époque. On a beaucoup plus de riders qu'à l'époque. Les courses, ça va bien. Il y a des pilotes aux courses. Il y a du monde d'un parc sans bon sens. Fait que le motocross, en tant que tel, va très bien. De là à dire, on va-tu avoir un pilote comme ça? Je le souhaite de tout mon cœur. Je souhaite que des parcs comme le mien puis comme d'autres créent carrément de la relève. On le voit, nous, je le vois de plus en plus avec Stand, plus on met d'emphase sur les petites praques, plus il y a de jeunes qui commencent. Okay. Puis là, c'est drôle parce que,
Quel âge? C'est ta fête aujourd'hui? Oui. Ouais, quel âge? 38. 38. Ouais. Bon, j'étais un brin plus vieux. Moi, je vais avoir 40 là, cet été. Puis ça fait... Mais on a beau être semi-vieux, là. On en a vu passer des générations de riders en Titi. Tu sais, comme 4-5 générations passées du monde qui arrive dans le motocross, ils font 4-5 ans, viennent bien bons, puis ils s'en vont. Tu sais, ça, c'est commun. Mais là, ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est nos chummies d'enfance qui reviennent à la track avec leurs enfants. Ben oui. Puis là, on est vraiment rendu là. Tu sais, vous avez parlé avec Guy, que ça soit la gang à Capo, whatever, Jesse, mon partner. Tu sais, on est vraiment une autre génération que là, on en fait pas toutes, tu sais. Moi j'en fais plus ou moins là avec les enfants, puis le business, pas... j'adore encore autant le motocross que je l'adorais avant, mais c'est un sport qui comporte des risques que je suis pas vraiment prêt à assumer présentement dans ma vie. Mais on voit tous ces gars-là arriver avec leurs gamins, ben là, c'est... Mais si on leur fait pas de petite track, whatever, fait qu'on souhaite qu'à un moment donné, il y en ait qui poussent plus, parce que là, ça commence à... Écoute, ça arrive à 2 ans et demi avec les vélos électriques. Ça arrive à 3 ans et demi, ça n'a plus de petits trous, rien, là. T'sais, nous, on prend pas des jeunes à extendre en formation avant 7 ans parce qu'en général, c'est à 7 ans que tout le monde va être capable d'en faire. Mais quand ton père, c'est Guy Giroux, ben, le petit gars, il sait faire du vélo bien avant. Mais même juste... Bon, Morgane, il grandit là-dedans. Ben oui, c'est ça. Morgane, quand il va de moto, si on ne l'assoit pas sur la moto, c'est fâché. la crise. Là. Les petites motos, il embarque, il débarque tout seul. Puis, tu sais, il parle pas encore, mais il comprend, il fait les ça. signes. Puis, tu sais, c'est comme, il part là la moto, puis il sait où la switch. Puis, non, là, elle marche pas. Puis, c'est fou. Puis, il y a pas 2 ans. Là. Fait que moi, je ris toujours. J'achale ben avec ça, mais l'année prochaine, là, il va être assez vieux pour comprendre. Puis comme, ça va être la crise, là, s'il n'y a pas de moto dans le cours qui avance. Là. C'est sûr. Ben, c'est de là où bon, parenthèse familiale, ma moyenne, celle de 5 ans, elle, sur une moto, elle trouvait ça intimidant, le bruit. On lui a acheté un petit vélo électrique, c'est capotant. Fait que tous les jeunes, moi, je conseille ça à tout le monde, parce que là, c'est les freins pareils comme un vélo, comme une moto. Ouais. C'est une poignée à gaz pareil, mais tu peux limiter le power, puis ça va pas trop vite. Fait que là, ils comprennent le principe de tout. C'est cool. Ça. Ouais. Fait que ça, c'est comme un Strider, dans le fond. Là. Fait que ça a une grosseur qu'un Strider. Très cool pour les jeunes. C'est drôle parce que, je sais pas si t'en souviens, lui, à l'époque, quand moi j'ai commencé début des années 90, 93 peut-être, dans l'affaire de même, je me promenais dans les puits avec Capot, justement, avec mon pit bike. Et c'est de là est parti le no pit riding. Et il n'y avait pas de catégorie pour les enfants. Non. Il n'y avait pas de catégorie en bas de 80 cc, je pense. Non. Il n'y avait pas de pee-wee, il n'y avait rien de ça. C'était vraiment comme un sport plus vieux. Parce que tu vois, moi, j'ai commencé en 94. Puis je me souviens à Alverton, c'était la première fois qu'il y avait une course Pee-Wee. Il y avait à peu près une dizaine de participants, puis là, il y en avait avec toutes sortes de Pee-Wee, des Z50, là, c'est les Honda 4 temps, des petits PW50, des jaunes, que je sais pas, ça devait être des Suzuki à l'époque. Ça prouve à quel point le sport a changé. Quand même, il est rendu tellement plus familier des classes de femmes. Ah, ben c'est vraiment... C'est ça, à l'époque, il n'y avait pas de classe de femmes, là, tu sais, c'est drôle. Bon, c'est la sœur à Jessie qui a parti ça dans les années milieu 90 à peu près. Puis là, à cette heure, ils n'ont pas juste une classe de femmes, ils ont des classes de femmes, des classes de niveau de femmes, tu sais. Fait que là, c'est pas une, là, c'est vraiment familial. Même chose, les vétérans, les classes de vêtements, il y a du monde là-dedans. Là. Qui sont bonnes, là, tu sais. Moi, je connais pas tant ça, mais j'entends souvent, mettons, le nom de Eve Brodeur ou des filles comme ça qui sont hyper talentueuses, tu sais. Ah, puis plus que la majorité des gars, je te dirais. Eve à X-Town, c'est le monde, ils comprennent pas que c'est une fille. Puis là, ils font comme numéro bleu, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des cheveux. Je dis, c'est Eve, il la voit dans le pit, elle est toute petite, toute menue, tu sais. Elle écoute, là, mais je veux dire, tu vois qu'elle s'entraîne, mais elle reste qu'elle est loin d'avoir notre shape, là. Et pourtant, c'est une track, moi, depuis le temps que j'en fais pas trop, je m'essayerais vraiment pas contre elle. C'est sûr, certain, assuré, là. Puis son père aussi. J'ai roulé avec son père, justement. On parlait de génération tantôt. Pendant qu'elle était tout jeune. C'est fou comment ça change, comment c'est rendu un sport plus familial aussi. Puis on parlait justement avec Benoît Gilles Depont de la FQ Macheur, qu'eux autres, leur mission, justement, c'était de rendre ça accessible. Tout ça. Puis je pense que tu es impliqué aussi là-dedans, d'ailleurs. Là. Ben moi, en étant propriétaire de parc, quand je suis arrivé, quand j'ai finalement eu la chance d'acheter X-Town, moi, la FQ Macheur, comme plein d'autres, c'était quasiment juste la Fédé qui nous dit quoi faire un peu. Là. C'était c'est fatigant, là. Ouais, ben, rien savoir de ça. C'est dans la tête de plusieurs de nos clients aussi, du monde de l'industrie, qui sont comme, ils sont là pour nous obliger, nous forcer la carte de membre, nous forcer ci, nous forcer ça. Puis là, j'entendais parler qu'à un moment donné, on va avoir des cours obligatoires pour tout le monde qui veut faire du motocross. Puis là, c'est comme, moi, j'ai pas le goût de me faire imposer ça, tu sais. Fait qu'on va aller voir, je commençais par aller carrément juste aux AGA, aux Assemblées Générales Annuelles.
Maintenant, un poste se libère, puis je leur propose, je dis, écoutez, moi, c'est 3 réunions par année, puis une couple de téléphone, c'est pas la fin du monde, mais au moins de savoir qu'est-ce qui va se passer dans... Moi, à la base, ce qui me faisait peur, c'était de me faire dire que j'allais avoir des cours obligatoires pour, pour tout le monde dans le parc. T'sais. Fait que là, on va aller savoir pourquoi ils disent ça, puis après ça, qu'est-ce que ça fait d'autre. Mais j'aime vraiment ça, t'entendre dire ça, Olivier, parce que souvent, puis c'est tellement valable dans plein de milieux, souvent les gens, ils vont chialer, mais ils s'impliquent pas. Ouais. Donc là, il y a eu quelque chose qui faisait pas ton affaire. Au lieu de chialer, t'es allé voir, puis t'es allé t'impliquer, puis finalement, ben... À ce que je sache, il n'y a pas de cours obligatoire. Non, ben il n'y a pas de cours. Après ça, j'ai fini par comprendre exactement c'est quoi la notion. Bon, d'où ça vient, ce fameux cours obligatoire-là. Puis à la base, c'est simple. Je vais vous faire sourire, là, c'est sûr et certain, mais le motocross n'est pas reconnu comme un sport aux yeux du gouvernement. Ouais, ça, c'est drôle. C'est comme très ironique. C'est un loisir? Ouais, c'est un loisir. Mais puis être reconnu comme un sport, c'est pas juste de dire « Ah ouais, ok, vous êtes un sport », c'est de dire on peut avoir du sport-études, on peut avoir des subventions générées par le sport pour le sport amateur au Québec. Tu sais, c'est vraiment d'ouvrir une nouvelle porte à la modernisation du motocross. Mais ça, je comprends pas pourquoi c'est... Ben, à la base, c'est une question de paperasse, dans le sens où c'est parce que pour être officiellement un sport, ça prend des règlements généraux, de sécurité généraux qui sont approuvés par le gouvernement. Puis là, pour eux autres, ben, pour approuver des... C'est long, ça prend ci. Ils vont pas juste dire « Ah, OK, ouais, ça semble pas pire ce que vous faites. » Ils vont regarder ailleurs qu'est-ce qui s'est fait. Puis là, ils ont eu la malchance de regarder on a eu la malchance qu'ils regardent en Europe. En Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. T'as des lois cylindrées par moto, par âge, t'as des lois de tel âge tu peux pas en faire ou ça prend des cours. T'sais. Bon, finalement, on décortique tout ça puisque concrètement, si un jour ça finit par arriver, ça sera pas que tout le monde qui a une moto aille suivre un cours. C'est vraiment par rapport à l'âge, il va y avoir des lois grand-père, tout le monde qui en faisait déjà. On va faire ça. Mais ça va aussi amener plein de choses positives. On va devenir un sport, on va avoir du sport-études, on va avoir d'autres choses. Mais je vous le dis, là, ça se fera pas vraiment pas là, surtout avec ce qui vient de se passer là. C'est la dernière priorité du gouvernement. Puis il faut comprendre aussi que si on regarde officiellement, là, très officiellement, les règlements du gouvernement, on n'a pas le droit de faire la moto en bas de 16 ans. À la base. Fait que là, bon, ils vendent des motos. Ouais, mais ça, c'est bizarre parce que t'as pas le droit de faire du motocross en bas de 16 ans. Mais ils vendent des motos pour des jeunes. De là, le loophole, de là où on en fait quand même, puis que c'est accepté, c'est parce que c'est comme... Bon, on le sait bien que c'est ironique, là, le règlement est comme passé date. Là, c'est un... Mais faut pas arriver les culottes baissées la journée qu'il va arriver quelque chose, puis de dire, bon... C'est encore là, que c'était pas légal, on faisait pareil. Là, on a des démarches, on a un plan qui est fait, on est sérieux. Fait que s'il arrive quoi que ce soit, ben on est padé, puis on va pouvoir arriver en disant, ben oui, on a notre règlement de sécurité. En fait, tout est fait. Puis là, c'est plus des mains du gouvernement. On leur a dit, nos règlements de sécurité sont faits, mais donnez-nous l'argent pour l'appliquer, parce qu'on peut pas juste décider d'appliquer plein de règlements comme ça à nos 30 quelques parcs, puis sans avoir les moyens de les faire appliquer. Moi, s'il m'oblige à faire des trucs, ben la Fédé, elle s'est engagée pour dire, ben s'il faut que tu aies un moniteur pour donner des cours, ben on va te payer ce moniteur-là. Si ça te prend une place pour faire des cours, on va te payer cet endroit-là. Fait que le gouvernement a fait comme, ben on n'a pas d'argent à vous donner, fait que c'est une baille. Donc c'est la mission aussi un peu de la FQMHR de travailler pour le bien des pilotes, justement. Si demain matin le gouvernement met ce genre ou veut mettre ce genre de règlement-là, ben c'est votre rôle aussi de faire comme à ta peu, est-ce qu'on peut discuter puis trouver un terrain d'entente? Exactement, tu sais, puis pour l'instant, ça a toujours été comme ça, puis c'est accepté, tu sais, dans le sens où il n'y a pas de problème, mais il ne faudrait pas qu'il arrive un incident grave qui ferait reposer la question à quelqu'un, mais là, ça pourrait devenir un petit peu plus touché. Ben, si on n'avait pas eu la Fédé derrière nous, comme propriétaire de motocross, je vivrais un peu plus ses nerfs, de savoir que dans le fond, je fais quelque chose d'illégal, ben, je ne triperais pas. Tandis que là, honnêtement, j'ai la tête en paix. On a des règlements de sécurité de fait. On applique plein de règlements qui sont les mêmes dans tous les parcs, puis qui sont très, très réglementés, logiques par rapport au motocross. Plus stricts que bien des places en Amérique du Nord ou sur la planète. On s'occupe bien de nos parcs. En général, là, je veux dire, tous les parcs du Québec, je parle pas juste pour le mien. Fait qu'on vit dans une situation où on est bien. Et là, la Fédé, le gouvernement sait qu'on existe. Quand il est arrivé des cas comme le COVID, Ben oui, c'est ça que j'allais dire. On était content d'avoir la fédération justement, pour nous représenter. Finalement, c'est que les gens... Il est arrivé ça, c'est un cas majeur. Tu dis, tu sais, c'est comme, man, on stressait à côté. On est tous des propriétaires d'entreprises qui ne vont pas sur l'ordre, tu sais. Puis on avait-tu hâte d'ouvrir nos parcs? Parce que là, le gouvernement, ils n'iront pas appeler Olivier Corbeil, non. Ça prend une organisation qui chapeaute, sérieuse, qui est là. Puis...
Benoît Gilles, lui, c'est lui qui l'a parti la Fédé. Benoît Gilles Depont, oui. Ouais, Benoît Gilles Depont, vous allez déjà ou que vous allez rencontrer. Ouais. Lui, il a parti la Fédé parce que, il voyait vraiment qu'il manquait de ça, là, c'est sûr, certain. De sérieux dans toute la patente. Puis c'est un gars qui est sérieux. De structure, on devrait dire. C'est ça. Structure. Tu l'as dit, c'est exact. D'encadrement de structure, de dire, OK, les points sont où, tu sais. Ouais. Puis parce qu'on est vu comme des rednecks, des hors-la-loi. C'est un sport qui est encore marginal, mais qui est encore marginal. Toute cette patente-là. Beaucoup moins, grâce à justement des efforts comme celui de Benoît Gilles, qu'on ait plus l'air comme une gang de rednecks. Puis ça, honnêtement, ça change beaucoup l'image du motocross qu'on a. Ouais. Puis on travaille fort. Tu travailles fort depuis des années à ça. Puis bon, les screws d'un jeans, c'est correct, là, mais en tout cas. Mais Olivier, corrige-moi si je me trompe, mais bon, c'est sûr que vous, en tant qu'organisation, vous encouragez. Puis on en a parlé avec Benoît Gilles. On invite les gens à prendre leur carte de membre et tout. J'imagine que quand vient le temps de dealer avec le gouvernement, plus que vous avez de membres, plus que vous devez avoir un certain poids. En fait, un des gros avantages, mettons que je parle comme propriétaire de parc, un des gros avantages d'avoir la Fédé, c'est bizarre à dire, c'est au niveau des assurances. C'est-à-dire que c'est une assurance qui assure tous les parcs du Québec, en gros, puis nous autres, on a toute notre bill qui paye cette grosse prime-là. Mais c'est une prime globale qui englobe tout, puis c'est pas cher d'assurance comparé à ce que ça pourrait coûter si j'étais tout seul de mon bord à dire je cognais à la porte de la Lloyds là, à Toronto, puis j'aimerais ça assurer un petit parc de motocross, ça va être extrêmement dispendieux. Je suis convaincu que je paye moins cher que toi, Ben, pour tes tournées, ça va te coûter la peau du cul, mais... On m'a parlé à Benoît Gilles Depont de l'FQ Machin, de l'assurance. Oui, définitivement, tu leur en parleras. T'sais. Y a-tu un segment tour? Freestyle, c'est ça. Spectacle. Fait que, ça, à ce niveau-là, ça nous aide énormément. Puis aussi, avant d'embarquer là-dedans, tu te dis, ah ouais, il y a de l'argent. Ben, elle va où cet argent-là? Je peux-tu avoir ma part? Alors que oui, c'est super simple. Jusqu'à cette année, il n'y a aucune subvention de la part de demande de subvention d'un parc ou d'un club de sentier qui avait été refusée. C'est-à-dire qu'il fallait la dépenser, cet argent-là. Là. Sinon, on la redonne au gouvernement. Là. C'est pas, il ne fait pas ce qu'il veut avec. Benoît Gilles, il faut qu'il y ait 80% du budget qui soit dépensé en subvention, là, qui soit donné. Là. C'est les riders qui payent moins cher au bout de la ligne. Là. Si ça te coûte 3 fois plus cher d'assurance, ben veux pas, tu vas filer la facture. Puis nous, comme parc, on a un chèque on peut aller jusqu'à un chèque de 10 000 par année qu'on a directement de la Fédé. Puis il faut que ça soit un projet sécurité. On a des normes à respecter. On peut pas juste dire on m'a acheté un tracteur puis on va mettre 10 000$ sur mon tracteur. Ouais. Mais une amélioration de piste, ça compte. Bâtir des clôtures, ça compte. Bâtir des sprinklers, ça compte. Tous les parcs moindrement gros vont faire des projets du genre. Donc, il y a un barème selon le nombre de personnes qui passent et tout. Là. Fait, mais peu importe, tu peux quand même aller autant les parcs, autant que les sentiers fédérés. Évidemment, quand je suis arrivé là-dedans, c'est pas pour les sentiers fédérés que je suis allé m'impliquer dans la FQMHR. Mais ça m'a quand même permis de découvrir que c'est fourrade qu'on peut faire en trail au Québec aujourd'hui. On peut partir de Saint-Donat puis aller jusqu'à La Tuque, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas mettre des... Bref, on ne s'éternisera pas là-dessus. C'est pas... Le territoire est tellement grand. C'est fourade. C'est incroyable. Puis c'est vraiment là, de comparer ça plus à la motoneige puis au VTT. Là, on part d'une place puis on s'en va faire du camping. On va dormir à l'hôtel puis on revient. Ouais. Fait que là, ça m'a permis de découvrir tout ça. Eux aussi bénéficient. Ben, c'est sûr que pour un club quad... de savoir qu'il peut avoir une subvention en acceptant les motos, ben c'est pour ça qu'ils acceptent un moment donné, ils font comme c'est intéressant. On a des ristournes de vos cartes de membre. Puis aussi, ben c'est le fun. Moi, je l'ai dit aux riders, hey, achetez-les vos plaques, là, c'est 50$ par année, man. Puis il y a 20$ qui s'en vont dans nos poches après. Là. Moi, j'ai un chèque de 10 000 par année. Là. Cette année, je vais avoir des belles clôtures flambant neuves pour la course au mois de septembre. Ben, c'est la Fédé qui les a payées, les clôtures, là, à 100%. Fait que, puis s'ils le font pas, ben c'est 10 000 que je sors. C'est quelque chose qu'il faut que je coupe, c'est quelque chose qu'il faut soit de l'entretien ou un staff que je coupe, c'est soit que je monte le prix de 5$, fallait que je les refasse d'une façon ou d'une autre, les clôtures. Fait qu'on c'est à chaque année. C'est la première année, là, c'est ça qu'on en refuse. Fait qu'on va être obligé de mettre des critères pour... Parce qu'il y a trop de demandes? Oui, exactement. C'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème. On s'attendait même pas à ça parce que c'est ça, en général, ben, c'est pas tous les parcs qui investissent. Le COVID n'a pas été mauvais tant que ça pour le motocross. Ça nous a fait extrêmement mal. Là, on a tout perdu 6 semaines en général. 1 mois à 6 semaines. Puis la saison cette année, elle aurait commencé genre vraiment de bonne heure. Comparé à d'habitude. J'ai perdu un mois comparé à d'habitude, mais cette année, là, c'est un 6 semaines là, qu'on
qu'on avait juste pas. Mais il y a plusieurs parcs, dont moi, moi j'ai passé 6 semaines à une tank par jour dans le Minipel à juste refaire mes affaires, à faire plein de modifs parce qu'on en profitait. Améliorer. Puis une partie de la subvention qui était justement à faire des modifications sur une de mes pistes. Puis j'ai tout fait ça avant que la saison commence. Puis une fois que la saison est partie, prendre une journée pour faire des modifs, c'est pas évident des fois. Non, c'est ça. Là, mal pour un bien, finalement. Ouais, exactement. Ce qui a été dole, c'est de la façon qu'on a eu notre go. D'autres, on s'est battu fort avec la Fédé. Là, on avait des meetings aux 2 jours. On avait engagé des gars de SNC-Lavalin. On avait des porte-paroles. On avait une sale équipe. On s'était fait un gros plan sanitaire. Puis en même temps, se faire un plan, puis c'est comme se mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où tout ce qu'on se faisait comme mesure, ça fallait les appliquer au quotidien. Ouais. De dire, réservation seulement, tabarouette, il faut les gérer, les 100 réservations du samedi puis du dimanche. Fait que là, c'était comme un couteau à 2 tranchants. On parlait, il y avait 6 mois avec nous autres, il y avait Uber, puis c'était comme, OK, mais on est prêt à faire ça, mais dans le fond, non, je veux pas me limiter. C'était vraiment un casse-tête à. Tu l'as vécu à côté, toi, avec. Moi, j'ai parlé à Daniel Thibault. Ah ouais. Puis l'histoire des réservations, là, écoute ça. Là, le monde sur Facebook, par email, puis là, il y a 150 personnes qui t'envoient un email. Là, faut que. Écoute. Pour que finalement, Benoît Gilles Depont, ça fait depuis le temps qu'il est là, il a développé vraiment des bons contacts avec le gouvernement. Puis c'est drôle parce qu'on avait engagé des lobbyistes et tout, puis ça a fini par être Benoît Gilles qui a eu ce qu'il fallait. On se fait envoyer un courriel, un décret qui nous dit by the way, tu sais, le décret qui dit que vous n'aviez pas le droit d'opérer, là, il est plus bon. Fait que vous avez le droit. Tout ça pour ça. Ouais, mais respectez la distanciation. Fait que là, tu fais comme, OK, on vient vraiment de faire un plan sanitaire à côté pour rien. Puis tu sais, on pouvait pas rester assis puis rien faire non plus. Puis on leur a envoyé notre plan sanitaire. Fait que c'est peut-être qu'ils ont vu notre sérieux puis qu'ils se sont dit, bon, OK, on va pas commencer à analyser les plans sanitaires de tout le monde, ça va être trop long, mais ils sont une fédé, whatever. T'sais, on le saura jamais exactement pourquoi on a eu le décret. Fait qu'on a eu le droit de faire du bike la même journée que les terrains de golf ont ouvert. Ouais. Mais on l'a su la journée. La journée même. C'est ça. Fait que là, on était comme, OK, mais moi, j'avais des tartares partout à extendre. J'étais zéro prêt, là. J'étais comme, oh, ben oui, rendu là, tu gardes les gars rentrer, on ouvre en fin de semaine. C'est comme quoi, en fin de semaine? Oh, oui, en fin de semaine. Je vais-tu vraiment manquer une fin de semaine juste parce que je suis pas prête de faire coupe de mille? Non, je m'en fous, là. Il y a des lumières, il y a de la misère, il y a de la lumière sur les machines, on le fait. Puis on était content de réouvrir. Là, on avait hâte de voir notre monde, on avait hâte de c'est clair. Les gens avaient hâte de rouler aussi. C'est fou, là. On voyait les commentaires sur les réseaux sociaux, là. Le monde virait fou. C'est clair. Tu sais, tu parles de piste pis tout ça. Quelle piste qui est un je te dirais une super belle piste que les gens connaissent pas vraiment, qui mettons, à part la tienne, là. À part la tienne, ouais. Le pire, c'est que j'adore mon circuit, mais c'est pas mon favori au Québec, là, de loin, dans le sens où, tu vas comprendre. Non, moi, j'adore la terre à extendre. Le sol que t'as est unique au Québec. Je crois que c'est un des plus beaux sols que t'as au Québec. Oui, ça, je suis d'accord. Hugues, qui avait parti le site, lui, il a gardé tout le topsoil, la terre noire du dessus. Il l'a tout gardé, il dit, on va rouler là-dessus. Je n'ai à peu près 2 pieds, puis il faut que je fasse attention parce que je tombe dans la glaise après. Okay. Puis ça, c'est miraculeux. Évidemment, j'ai l'allocation. Je suis la mieux placée au Québec. Je suis bord d'autoroute 15, j'étais à une demi-heure de Montréal. Fait que, c'est ça. Mais ça pouvait pas venir avec un terrain à la Alverton. Ça pouvait pas venir avec un terrain à la Deschambault. C'est vraiment... Il y a des pour et des contre de tout. Mais des circuits à découvrir, ceux qui sont au courant un peu, l'année passée, on a eu la gestion de MXPN pendant l'été. On l'a pas pris cette année là, pour 1001 raisons. On voulait vraiment se concentrer sur Extend. Mais ça reste un super beau circuit. Dans quel coin, ça? Ça, c'est dans l'Outaouais. C'est d'os mal que ça à cette heure. Ceux qui le connaissent le savent, c'est un vrai tripper. Le gars, il a travaillé, il a eu sa shop à Extend pendant longtemps, une petite boutique qui vendait des trucs. Il a suivi les courses à ses frais à peu près pendant 2 ans. Un vrai tripper, puis c'est lui qui s'occupe de ça. Je suis super content pour lui. C'est un beau site, là. Il n'y a pas de sprinkler encore, il travaille fort avec l'eau, puis tout, fait que ça, c'est en devenir. Ouais. Mais après, c'est un circuit avec des élévations, je pense. Ouais, carrément. Ça, c'est ça que, tu sais, moi, mais en fin de semaine, ça fait 2-3 ans là, que j'ai même pas de motocross à moi. J'ai des bikes à Extend, j'ai des bikes de location, mais c'est pas des... moi, j'ai plus mon bike avec mon numéro 122 dessus. Ouais. Puis tu vois, en fin de semaine, Jesse, mon partenaire, il était à Sainte-Julie. Puis j'ai eu un pincement au cœur, j'ai failli, si j'avais pas eu 1000 affaires à faire à business puis à la maison et tout, de faire comme « Ah ben, j'ai encore un saut, là. » J'irais piquer son bike quelque part parce que ça reste... ça, c'est la définition du motocross au Québec. Sainte-Julie-Deschambault, moi, Deschambault, on a tellement de souvenirs là quand on était gamin. Puis là, on retourne là. Quand on était gamin, genre des années 97, 98, là, il gagnait toujours la track, la plus belle track de l'année. Ouais.
Puis c'est à peu près la moitié de ce que c'est aujourd'hui. Oui. Il a à peu près doublé en longueur. C'est incroyable. Non, mais je pense que Daniel, il a vraiment été over the top dans à chaque fois investissements. Je suis convaincu qu'à chaque fois qu'il faut qu'il fasse un track repair, qu'il refasse sa track, puis les clients sont rendus capricieux, là, que, moi, si je la fais pas à tous les jours avec Stand, c'est clair que les premiers clients, ils vont me donner un commentaire, parce qu'en général, les premiers clients s'attendent à avoir une fresh track, t'sais. Puis, ben, tu sais, moi, ça coûte cher d'entretien par année. C'est ma plus grosse dépense. Moi, c'est sur le flat. Je monte des faces de saut, tu sais. Lui, il n'y a pas de flat. Ça fait juste monter, ça fait juste descendre. Mais monter une côte avec un bulldozer, là, t'as pas besoin de pousser du matériel pour que ça coûte cher de gaz, là. Puis que ça use des tractions à côté, puis descendre des côtes, ça doit, en tout cas... ça le track. Il y en a des fois... Juste le temps de refaire la piste. Des heures, ça doit être capotant. Le temps, puis l'énergie, puis le fuel qu'il doit dépenser à entretenir sa track. Puis, tu sais, je veux dire, il charge moins cher que nous autres pour aller rider là-bas. Puis c'est un grand terrain, du camping. Mais ça, tout. là, c'est quelque chose que je comprends pas, dans le sens où je comprends qu'une belle track, c'est bien plus le fun. Tu sais, quand elle est fraîche faite, là, c'est bien plus le fun à rouler. Mais un moment donné dans ta course, là, elle est plus belle ta track. Fait que me semble que si t'es bon sur une track lette, tu vas être encore meilleur sur une track belle. Il y a deux mentalités. Ça dépend de quel genre de pilote. Il me semble que moi, j'aimerais mieux être meilleur sur une track pas belle en me disant que je vais être encore meilleur sur une track belle. Si tu voulais faire des courses, mais Joe Blow, là, qui paye 30$ pour aller rouler le samedi matin, lui, là, il fait pas de course. Puis peut-être qu'il a le goût de faire du bike sur une belle piste. C'est comme faire du ski. Ben, tu sais, ça. On l'a dit tantôt, c'est familial, tu sais. Ouais, c'est vrai. Il y a des gars de course qui m'aimeront pas, ben, ils savent déjà ce que je vais dire là. Je pousse pas ma business vers les gars de course. Je pousse ma business vraiment pour la famille. Okay. Parce que le gars de course va venir pareil. Puis à la limite qu'ils viennent pas, c'est dommage un peu pour moi, mais si j'enligne ma piste pour une piste de course, ben là, je perds toutes les familles. Tu vas faire faillite. Ouais. Carrément. Puis je vais faire quoi les week-ends qu'il y a des courses? Là, Uber a recommencé, ça fait 4 week-ends en ligne qu'il y a des courses. Là. Moi, je survis, là, j'ai plein de monde, ça fait plus ou moins une différence dans mon parc qu'il y ait des courses ou pas. Mettons 20 personnes de plus ou de moins, mais c'est pas ça qui fait la différence. Fait que si on pousse vraiment une track pour les courses, ça veut dire que, je le vide quand il y a fin de semaine de course. Puis, tu sais, c'est 10% des riders de motocross au Québec qui coursent. Je dis 10% si c'est pas 2-3%, tu sais, dans le sens où t'as une fin de semaine normale, là, mais ça, il y a une dizaine de parcs qui ont au moins 100 riders par jour. Fait que là, on était à, mettons, 1000 riders minimum. Là. Ça, c'est vraiment strict minimum. Là, on doit être à 2000 si on met les 35 parcs ensemble. Puis il y en a aussi 200 aux courses, tu sais, fait qu'on... 10%. Ouais. Puis en même temps, ben, les courseurs doivent scraper une piste plus que moi, mettons, là. Intense, hein, c'est incroyable. T'arrives des journées, là... Moi, je vais t'en laisser belle, Ben, il y a 2 ans, ça coûtait 40 une journée pour... C'était vraiment par grosseur de moto qu'on calculait le prix. Fait qu'une grosse moto, des grosses roues, ça coûtait 40, que tu sois gars ou fille. Là, maintenant, il faut monter les prix. Quand j'ai acheté Extend il y a 8 ans, 9 ans, c'était 40. Fait que je monte à 45. Puis j'ai eu un remords de dire, aïe, man, c'est chiant pour la... Moi, ma blonde, à l'époque, elle roulait un YZ 125, c'est-à-dire une moto à grande roue, mais pas de sa piste inter, tu sais, c'était pas... Elle était bonne, là, je veux pas dire qu'elle était pas... Elle était pas bonne, mais bref. Bref, des F-Brodeurs, il y en a juste une au Québec, tu sais, puis la majorité des autres, des femmes, c'est pas eux qui vont user ma track sur la piste principale. Fait que à cette heure, les femmes, c'est toujours des petits trous. Fait que on a descendu à 35 pour les femmes, puis on a monté pour les gars qui défont la track, ben eux, ils payent. Fait que c'est utilisateur payeur. Puis oui, t'arrives des journées, là, la semaine avant la course ou 2 semaines avant la course, puis là, des fois, mettons, si un Tim Tremblay ou un Dave Blanchette débarque, ou tu sais, si la pire affaire, mettons, Bugeaud avec Blanchette, avec un McKay qui débarque, à 3, ils vont me décoller. C'est plus que si j'ai une trentaine de riders normales. Ben oui, c'est incroyable. C'est sûr. Fait qu'encore là, tant mieux s'ils viennent, puis je trouve ça cool encore de les voir aller, tu sais, puis les gamins sont tellement impressionnants à cette heure aujourd'hui avec les bikes qu'on a, tu sais, c'est... Mais là où tu as 100% raison, le vrai gars de course, il vient pratiquer chez nous le soir. Il vient pratiquer la fin de semaine, 1 heure avant la fermeture. Parce qu'on a quand même au-dessus de 100 riders un samedi et un dimanche. Fait que si tu viens un samedi à 3 heures, 1 heure avant qu'on ferme, elle est tout défait. Elle ressemble à ce que ça va ressembler aux courses. Ouais. Ben même un mercredi, aujourd'hui, j'ai bien du monde. Le vendredi aussi, j'ai bien du monde. Fait que tu viens à la fin de journée, puis tu vas en avoir pour ton compte, tu vas avoir de la poussière, avoir des rats, puis avoir des... Ouais. Tu parlais de circuit, puis tu parlais de Saint-Julie, qui est un très beau circuit naturel. Puis moi, ce que j'aimais pas de Saint-Julie, c'est c'est vrai que c'est un
très beau circuit. Mais on allait là faire les courses, puis à chaque année, il mouillait, j'ai l'impression. Trouves-tu? Puis Mais c'est pas de leur faute, Ben. Non, je comprends que ça n'a rien à voir avec Daniel. Avec Gilles, ouais, Gilles Pépin. Daniel, c'est mon cousin, Daniel Pépin. On salue. Oh, salut Dan. Gilles Pépin. Mais... Puis l'affaire, c'est quand il mouillait là-bas, écoute, c'était l'enfer total. La pire place. Parce que c'est un sol qui est vraiment très, très, très argileux. Fait que quand il mouillait, ça venait comme du savon. Et là, écoute, t'avais c'était un show, là, regarder les juniors pis ces affaires-là, parce que les gars montaient dans les côtes. C'était quand même des très, très bonnes côtes. Et les gars, des fois, ils reviraient de bord parce qu'ils glissaient, puis ils tombaient. Puis écoute, ça en était très, très drôle, là, ça, à voir aller. Tu sais, j'ai coursé une quinzaine d'années peut-être. C'était comme l'affaire avec Saint-Julie, c'était trop sec ou... Ouais. Mais le pire, c'est que tu sais, je vais faire mon avocat du diable, je vais défendre Gilles puis ses enfants à Star qui s'en occupent beaucoup, puis Gilles s'occupe vraiment de la track. Pour l'avoir belle en après-midi, il faut que tu en ailles le matin. Tu sais, c'est un peu le même principe à Extend. Faut que tu aies de la boîte le matin. Il faut qu'elle soit en boîte le matin, ou sinon l'après-midi, t'es sur la glace puis dans la poussière. Puis elle est plus le fun. C'est glissant, ouais. Puis ça devient, selon moi, plus dangereux que dans la boîte. T'sais. Fait que tout le monde, quand il herse bien ça, puis il arrose ça pendant une heure, là, il nous a coursé ça dans la boîte le matin, il dit, ben, il y a pas de joie. C'est des journées où je me souviens d'une fois où j'étais allé, écoute, tu dis ça, puis j'ai coursé 15 fois là à peu près, puis j'ai un souvenir d'une fois où d'un pratique le matin, la track, je me souviens, j'étais sorti de la pratique avec un 450 KTM à une certaine époque de ma vie où j'essayais des bikes, puis j'écrivais des articles pour MotoX, puis ci, puis ça. Puis le KTM m'avait prêté un 450 flambette, puis j'avais sorti des pratiques. J'étais sorti des pratiques, puis j'étais comme un gamin. Je pourrais ne pas faire de moto du reste de l'été, puis j'ai eu les plus belles conditions de ma vie avec le plus beau bike, puis tout le kit. Puis cette journée-là était restée. Il avait fait des nuages toute la journée. Pas de soleil. Fait que la piste était restée belle toute la journée. Puis ça, c'est des souvenirs de même que j'ai qui font que pour moi, c'est une des plus belles tracks du Québec. Parce que c'est sûr que si je me souviens de la voix de la boîte, mon cerveau, il a oublié tout ça, ces affaires-là. Cher pour faire des bains de. Ouais. Il vient dans Saint-Julie. De charger une taxe boîte. Taxe boîte, c'est ça, exactement. Mais le pire, c'est que, tu sais, nous autres, Extend, quand ils mouillent à côté, on ferme. Là, c'est pas. Puis encore là, on a les mêmes gars qui chialent parce qu'on la refait tous les jours. Vont dire, ben là, aux courses, quand ils mouillent, vous roulez pareil. T'sais. Ben ouais, aux courses, c'est aux courses. Aux courses, tu t'es rendu, t'as le Québec qui s'est déplacé au complet. Puis aux courses, c'est beau temps, mauvais temps. Puis c'est savoir c'est qui le meilleur, peu importe les conditions. On n'est pas obligé de savoir c'est qui va s'amuser le plus un samedi qui mouille à Extend. Il n'y aura pas un chat, ça va tout défaire, ça coûte cher de machinerie, ça coûte cher. C'est pas rentable, là. Non, c'est ça. Puis même les courses, même quand ils mouillent à côté, c'est pas plus rentable. C'est plus parce qu'on a des engagements. Puis il y a quand même plus de monde qui vont se pointer en face. Là. C'est sûr que, tu sais, moi, une fin de semaine qui mouille à Extend, je ferme. Une fin de semaine qui mouille, qu'il y a des courses, on va opérer pareil. Ça va coûter cher de machinerie, mais les gars vont payer leur inscription pareil. Fait que bon, je vais dépenser plus, je vais en faire. Ça va revenir au même, mais au moins les courses vont avoir lieu pareil. Puis ça reste qu'on est en 2020, puis on a des chouchoutes, puis mais je parle plus des bikes. Y a-tu des riders pool de luxe? Ben, il y a surtout, c'est plate à dire, mais c'est rendu les bikes qui sont pool de luxe. Les bikes, ça va plus dans la boîte. C'est plus fait pour ça. C'est plus, tu sais, les 4 temps d'aujourd'hui, c'est loin des 250, des 125 qu'on avait à l'époque. Nous, quand on avait des courses de boîte, ça nous empêchait pas de faire le week-end d'après. Là, le gars qui sort de son 2F, la course de boîte, il y en a pour un mois avant de juste récupérer toutes les pièces qui manquent dans son bike. Puis ça va lui coûter 2500$, tu sais. C'est clair que le gars, il a plus le goût de mettre dans la boîte, il se dit, regarde, le championnat, je gagnerai pas d'argent, ce qui est bien normal, c'est un sport amateur, on n'est pas là pour l'argent. Fait que justement, si je gagnerai pas d'argent, un petit trophée à la fin de l'année, je vais rester chez nous à 11 de la boîte, puis je vais sauter mon bike. Puis là, t'en as juste un parce qu'au prix qui t'a coûté, t'as juste les moyens d'en avoir un, tu sais. C'est plus la même époque. Je sais pas, t'as-tu déjà roulé à Saint-Jean-de-Dieu, motocross Saint-Jean-de-Dieu? Non, j'ai jamais eu la chance d'aller là. Super belle piste. J'avais donné des cours. À quel coin, ça? C'est dans... Coin de Rimouski, non? Non, c'est pas Rimouski. Matane? Ouais, je pense que c'est dans le coin de... Dans le bas du fleuve, me semble. C'est proche de Rimouski, c'est vrai. C'est vrai. J'avais été là avant de donner un show. Avant l'expo de Rimouski, il y a 2 ans. Avant le Festival des Bûcheux. En tout cas, bref. Peu importe où c'était. Une époque où il y avait des festivals. C'est ça. Une époque lointaine. Exactement, c'est dans le temps. T'en rappelles-tu, pas en 99, mais en 2019, il y avait des festivals. Ça fait longtemps. Mais motocross Saint-Jean-de-Dieu, circuit à découvrir qui me fait penser un petit peu à Saint-Apollinaire. Des beaux sauts. Des gros sauts rapides. Un bon momentum. Un gros circuit, bien le fun, avec un sol argileux un peu comme Saint-Apo aussi.
ça avait été une belle découverte, ça. Puis sinon, j'avais roulé aussi à Matane. Il y avait un beau circuit là-bas aussi. Parce qu'il y a Pierre-Luc, un des gars qui s'occupe du centre, lui, il est aussi membre de la... Pas membre, sur le CA de la FD, de la FQ Majeure. Ouais. C'est un gars qu'on côtoie. Lui, je pense qu'il vient à l'école, là, c'est pour ça qu'il est membre. Nous autres, ça se fait à Montréal. Ouais. Fait que oui, puis alors, les gars, on met de la... Ben, en fait, les gars... Je connais pas grand propriétaire de parc au Québec qui calcule vraiment ses heures, dans le sens où Il faut pas. non, faut Vous pas. gagneriez T'sais. pas cher de l'heure, sinon, je pense, hein? Non, pas vraiment. Puis je pense qu'on veut pas vraiment le savoir, tu sais, parce qu'on fait ce qu'on aime. Fait que rendu C'est là, ça. moi, j'ai personne qui me tord le bras pour aller extendre vraiment, là, à moins qu'il soit 4 heures le matin. Là. Mais sinon, tu sais, j'aime ça y aller. Puis je pense que c'est pareil pour mal tous les parcs, mais c'est clair qu'il n'y a pas personne qui fait des gros sous avec ça. Mais c'est pas... moi, j'ai envie, regarde, c'est en masse pour moi. Là, c'est pas... C'est je ça. vis du motocross, man. Tu peux-tu croire à ça? Ben ouais, pareil, c'est ça, t'sais. c'est au Québec. C'est un rêve de C'est le rêve, jeunesse. c'est tu sais, ça, je- c'est le rêve de Ben de ouais, bien tu sais. des TQ. Combien de personnes qui vivent du motocross au Québec? Je veux dire, Il y en a pas beaucoup. c'est pas évident avec opérer une business comme ça, comme 5 mois par année peut-être? Ah ben, tu sais, on est chanceux, c'est ça qui arrive. T'sais, on commence en général quand même au mois d'avril, puis ça finit au mois de novembre. OK. J'ai pas souvent me pogner des job-in l'hiver. En général, bon, j'ai eu 3 enfants avec les... C'est toujours arrangé, le congé de paternité, maternité, j'ai toujours eu ça l'hiver. On s'est toujours bien arrangé là, depuis le temps que j'extende, mais oui, moi, puis je sais que d'autres aussi d'autres propriétaires de track ont des contrats l'hiver, puis c'est comme rien qu'on serait probablement tous capables de dire, hey, on coupe ci, on coupe ça, puis on en vit à l'année, mais à un moment donné, on fait pas vraiment de budget, je pense qu'on fait juste comme, hey, ça serait cool, on le fait, puis on espère qu'il en reste assez dans... C'est vrai qu'on fait pas de budget. Waouh, ça le prend. Ça le prend, tu sais, puis ouais, ok, 10 000, là, ben oui, ça me prend des clôtures 10 000. J'aurais peut-être pu couper une coupe de pied quelque part, ouais, mais non, mais la clôture, c'est un mauvais exemple, mais tu sais, quand il y a le temps d'entretenir la track, je vois pas comment je pourrais me dire, je vais entretenir moins la track Ouais. sans que ça froisse personne, tu sais, je veux dire, moi, je pense pas au premier client qui arrive le matin, lui, elle va toujours être belle, même si j'ai botch, tu sais, si tu veux, les trous peuvent être à moitié remplis des fois. À l'œil, elle est super belle, mais c'est le dernier client la journée-là qui il va subir le prix. c'est ça. Fait que quand je refais la track, je pense pas au premier, tu sais, on repense au dernier, puis c'est la même affaire pour tout le monde, tu sais. Puis je connais pas que ce soit Simon, que ce soit Dan, Simon de Tring Jonction qui fait ça avec son père, qui ont parti un petit parc au début. C'était Tring, monsieur est allé courser là dans la fin de ma carrière, si tu veux, là, fin des années 2000, début 2010. C'était un petit parc. Puis là, aujourd'hui, il y a autant de monde que chez nous un samedi et un dimanche à Extend. Puis il est à Tring, tu sais, il est en Beauce, là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de population autour, mais loin d'avoir la mienne, là. C'est ça. Il doit avoir le tiers de la mienne, mais les gars ont travaillé fort, ils ont plein de tracks, puis ils s'entretenaient. Il y a une super belle réputation, tu sais. Mais c'est ça, mais il y a la fierté aussi, tu sais, dans le sens où man. ta track, Ben, c'est ton bébé, t'as envie que C'est le monde sûr. vienne à ta Ouais. track, puis t'as Oh, envie ouais. que le monde dise que, hey, c'est vraiment une C'est belle clair, track, c'est tu sais. sûr, tu sais, Ouais. Moi, j'ai pas... on est ouvert 6-7 jours sur 7, là. Fait que vous pouvez deviner que je passe pas mes nuits à refaire la track, puis la journée à m'occuper de la caisse. J'ai des super bons gars qui s'occupent de la caisse, qui s'occupent du garage, qui s'occupent de tout. Mais j'ai personne qui a jamais eu la tâche de dire je fais la track au complet, là. Ça a toujours, depuis le jour 1, été la mienne. Puis de pitcher éclair au bout à quelqu'un puis de dire ah c'est correct, ça devient ton département, c'est impossible, ça arrivera jamais. C'est dommage un peu pour mon bras gauche droit là, tu sais, j'ai toujours un helper qui fait la track, mais il sait, il me regarde puis ils savent bien que dans le fond ils n'auront jamais la job Non, c'est ça. d'opérer le boule à extendre. Il opère mon boule, il me donne des coups de main. Max qui fait la track, il est capable de refaire la track de 3 jours. Là, c'est pas ça le stress, mais le template, la base, les burns, la hauteur, ici, c'est une maladie. Là. Ouais, mais c'est un art aussi. Ouais, Parce que définitivement. c'est pas tout le monde qui peut être qui est habile sur un bulldozer puis qui connaît justement ce qu'un pilote a besoin dans un virage, un saut, ça fait la même. Puis des fois, c'est ça, puis juste l'eau. Il faut tout le temps penser à l'eau, parce que quand il mouille, faut essayer d'opérer le plus rapidement possible après. Fait que moi, dans mon 6 semaines, ben, j'ai travaillé 4 semaines là, full-time dans Minipel. Les clients en ont vécu, en ont bénéficié un peu au niveau de la piste. Ma piste intermédiaire est plus fun qu'elle était. J'ai une nouvelle section, mais sur les 4 semaines, ça représente une semaine de travail. Le reste, c'est refaire tout mon système d'irrigation. Moi, quand il mouille, ben, ça ressèche le lendemain puis je peux rouler. Ouais. Sauf que là, fait que tu fais une nouvelle section, il faut que tu penses, OK, mais qui mouille, l'eau, elle va-tu aller là? Elle va-tu aller là? Fait que là, tu regardes tes niveaux, mais là, je regarde un champ. Moi, quand c'est rendu une maladie, là, l'eau, elle va s'accumuler là, ici. Ah, là, je regarde, là, si t'as une inondation ici, tu vois, il y a un petit plancher bas, là, c'est là que ça va aller. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui vont dire que c'est de la passion. On peut un peu dire que c'est un genre de toc. Maladie trop mentale. obsessionnel. Tu sais, parce que je prends Ben, il a son boule à sa track, là. Mais tu sais, des fois, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis au parc.
Ben, tu fais quoi? Ben, du boule. C'est parce que t'en as fait hier, puis avant-hier. Puis Bon, mais... Ouais, mais on dirait, comme, s'il est pas dans son boule 2 jours de temps, là, il fait le pas bien, là. Ben, moi, j'ai tellement pas l'impression de travailler. Moi, la journée qu'Existante va fermer, il va falloir que je travaille. C'est vraiment ça. Tu sais, je travaille 60 heures par semaine, puis c'est pas beaucoup. Il y a des semaines, des années passées où j'en ai fait. Au début, j'étais là tout le temps. Je faisais la traque le matin, j'étais là toute la journée, je refaisais le soir, j'arrosais, je m'en allais me coucher, je revenais. J'avais pas d'enfant, ma blonde me donnait un coup de main, c'était plus facile. T'sais. Là, bon, avec le temps, un gars vieillit, mal au dos, tu sais, je peux plus, puis je veux plus. Là, j'ai mes enfants, je les adore, puis je veux les voir grandir. Fait que c'est ça que j'en passe moins, mais la traque, c'est ça. Mais je te dis, la journée qu'Extend va fermer, il va falloir que je travaille dans la vie. Ouais. D'ici là, j'ai pas vraiment besoin de travailler. Ouais. Puis c'est vrai pareil. À part, mettons que comme là, on a augmenté un peu nos heures d'ouverture avec le COVID. Fait que là, il y a des journées où il faut que je sois là, que je fais partie du staff. Là, puis je suis comme, ah man, il faut que je sois à l'accueil aujourd'hui. Puis là, des clients arrivent, puis ils se mettent à me jaser, puis là, je jacasse parce que dans le fond, ça me tente pas d'aller en arrière, puis de continuer à faire les commandes, whatever. Je me trouve quelque chose à faire. Puis là, ok, c'est tranquille, Max, c'est bon, ok, moi je m'en vais parce que. Mais le matin, j'ai 2 heures pour faire le boule, j'ouvre à 10, on m'en revient à 6, on va avoir le temps d'en faire plus encore. T'sais. Puis il faut que je plus en fais avant, puis là j'arrive, on ouvre, j'arrose. Ma journée est faite, j'ai fait mon 6 heures, j'ai fait mon 8 heures. Nice. Mais c'est drôle quand tu y penses parce que tu sais, la majorité des petits gars, quand ils sont jeunes, ils jouent avec des tonkas dans un carré de sable. Ouais. Puis c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui, tu sais, 40 ans plus tard, là, c'est fou. Ouais. Absolument. Ou de la mécanique. Parce que je suis aussi, à part de la track, je suis vrai, j'avais oublié ça dans ton garage. Olivier a eu déjà une entreprise de modification de suspension. En plus, avant, c'était pas externe, ça? Ah ouais, en fait, j'étais allé à l'école en génie mécanique, conception génie mécanique, pas à l'université. Là, je voulais être technicien. L'université, j'ai toujours voulu, mais comme plein d'autres, c'est ça. J'étais allé, j'ai fait mon deck en génie mécanique, j'ai fait mon stage, genre, tu sais, job de 9 à 5 là, dans une shop, là, puis fait qu'après ça, après 3 mois, j'ai décidé que je ferais jamais ça dans la vie. Puis ça, là, j'écrivais des articles à l'époque pour Motomag, qui était un journal, un magazine de moto. Qui n'existe plus. L'heure des magazines est pas mal révolue. Pas juste des magazines de moto, là. C'est ça. Puis dans laquelle il y avait une section motocross. Moi, j'étais celui qui faisait la section motocross. Je faisais aussi Moto X avec Félix dans les mêmes années où tu faisais les invasions. Là, c'était vraiment des belles années, les plus belles années de la télé. Là, c'était ça, là, ça n'existe plus vraiment, ces belles années-là. Puis, fait que j'étais déjà impliqué dans le motocross. Moi, j'allais travailler dans une shop, ça me tentait pas. Puis SRA a parti cette année-là. Okay. Moi, je me suis ramassé là comme client. Je jase avec le boss, un gars super allumé qui est outsider, bien raide. Lui, il est arrivé avec une nouvelle vision du motocross. Bien raide. Nous autres, moi, dans ma tête, le motocross, jusqu'à cette journée-là, c'était les courses. Puis je suis convaincu que dans la tienne, c'était la même chose. Oui. C'était les courses. Puis moi, je pensais que c'était ça, les radios de motocross. C'est ça qu'on connaissait, c'est juste exactement. Ça. Fait que là, j'arrive, puis je dis, OK, un parc de motocross? Non, fuck it, toi, tu sais, c'est à peu près ça pareil. Une de mes questions, des premières questions, je pense, mais qu'est-ce que tu vas faire les week-ends qu'il y a des courses? Puis il me regarde, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Lui, il était genre allé chez Moto Limité, acheter 3 motocross pour ses 3 gars. Puis il a demandé au gars, juste avant de signer en bas, acheter 3 bikes, là, une affaire de 15 000 $, je sais pas trop, des montants au hasard, mais tu sais, avant de dépenser un gros montant, il regarde le vendeur, il dit, je vais en faire où? Ah, le pit, tu te barres la 640. Tu sais, il a bien réalisé que le motocross était juste pas structuré. Qu'il y avait un manque en quelque part. Qu'il y avait un manque drastique. C'est un gars qui avait travaillé fort dans la vie, qui avait un bon background, qui était solide au niveau des affaires, puis qui avait les fonds nécessaires, puis qui a dit aïe, aïe, il y a une opportunité de business à faire là, je suis convaincu. Fait qu'il part SRA comme ça. Tout le monde le regarde, on va le dire, tout le monde le regarde un peu croche parce que quand t'es dans l'industrie puis que c'est pas Bodyford qui part un parc, tu te dis voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, pour ceux qui connaissent pas, Bodyford a été tellement impliqué avec mon père pendant des années dans le motocross que puis a fait aussi énormément de bien au motocross que voyons, c'est qui ça? Yves Hamel, personne ne connaissait. Fait que moi, je débarque là comme client, je jase avec. Ça a donné que, bon, il venait du monde des communications. Moi, je travaillais à l'époque des communications. C'est ça que je voulais faire dans la vie. Après mon cégep, moi, je voulais devenir... je voulais aller à la télé, puis faire des articles, puis ci, puis ça. Puis on jase, lui, il arrivait de ses cassés. Fait qu'on on se met chummy. Ça donne que cet été-là, il manquait un moniteur de 40 jours. Moi, j'étais disponible. Puis finalement, j'ai passé 5 ans, 6 ans là. Ma blonde est venue travailler là. On a vécu dans l'appart, genre en haut, là, pendant 2 ans. On a pris ça à cœur à fond, j'ai aidé énormément, c'est rendu un super beau parc. Il a carrément créé un standard, c'est un parc au Québec. Lui, il a été le premier à partir un parc
Puis on le regardait tout un peu croche. Puis là, on est une dizaine de gars qui vivons de ça, qui vivons d'avoir des parcs au Québec. Tu sais. Un peu grâce à lui. On va se le dire carrément, parce que comme nous, notre mentalité, c'était on voyait juste les courses, on n'imaginait pas que ça pouvait exister. On le rêvait, on savait que ça arrivait aux États, mais aux États, c'est pas parce que les Américains le font qu'on est capable. On a quand même un sentiment d'infériorité par rapport à eux dans certains niveaux, puis dont ça, on se dit c'est 12 mois par année, c'est ci, c'est ça. Alors que maintenant, t'en as vu des tracks aux États, là. On a un niveau de track, puis je dis parce que j'inclus vraiment pas juste mon parc, j'inclus tout ça que j'ai nommé tantôt, qui est plus beau que la majorité des parcs aux États. Mais c'est Kevin Benoit, corrige-moi si je me trompe, Ben, mais Kevin Benoit qu'on a reçu au podcast qui nous l'a dit, tu sais, lui, il en a fait là, des tracks il en a vu des pistes, aux États-Unis, puis il a dit les plus belles tracks restent les tracks du Québec. Puis on a l'impression, pour être allé, moi aussi j'en ai fait plein, j'étais allé aux États aussi entraîner, là, pas m'entraîner, plus coacher des jeunes. Puis on arrivait à des sites, tu fais comme, voyons, passe-moi le boule, je peux dire, passe-moi les clés, man. Hey, t'as-tu des sprinklers? Je fasse quelque chose pour toi? Parce que là, c'est de la merde ton affaire, mais les gars sont encore là. Il est dans l'entrée, puis il fait payer l'entrée, puis tu vois qu'il y a comme pas de passion, là, tu sais. Puis il y a certaines places où tu vois que t'arrives là, le gazon, il est ton, puis le gars, il est à son affaire, mais c'est une minorité des parcs. Il y a beaucoup plus de parcs, mais ça ressemble à plus à être des... C'est ça, de laisser aller un peu, puis on s'en fout. Puis quand il mouille, on ferme, il y a de l'eau partout, on attend que ça sèche. T'sais, nous autres, on n'attendra jamais que ça sèche, on va tasser la boîte, on va ouvrir, on va remettre la boîte. Puis je suis pas tout seul à faire ça, Deschambault va faire la même chose. On va tout faire ce qu'il faut pour que ça roule le plus vite possible. Il y en a plein, il y en a aussi qui le font, mais on a une qualité de parc au Québec, même versus le Canada aussi, qui est incroyable. Oui, c'est vrai, absolument. Ouais. Très, très vrai. Quand on se compare, on se console. On va dire merci à Yves qui a eu le culot de partir ça à l'époque. Parce que tout ça pour dire, on parlait des suspensions. Quand je m'ai année, j'étais bien borné, je voulais pouvoir faire ce que je voulais. Puis Yves aussi. Fait que ça a fini par pas marcher. Je pense que j'étais juste pas dû pour avoir un boss dans la vie. Là. Fait que là, j'ai parti de ma business de suspension de motocross. C'était super populaire à l'époque. Ça l'est encore, mais un peu moins. Parce que les suspensions de motocross se sont améliorées beaucoup. Il y a de plus en plus d'ajustements sur les motos d'origine. Oui, c'est vrai. Avant, il y en avait moins. Fait qu'il y avait un beau marché, pour ça que j'ai pas exploité adéquatement. J'ai fait plein d'erreurs de business pis ci pis ça, mais regarde, quand on est jeune, faut-tu commencer quelque part? Ben c'est ça, faut bien commencer à quelque part. Ouais. Mais ça a donné que, SRA, lui, il a donné l'inspiration à plein d'autres mondes. Hugues Guénette, qui a parti X-Town, lui, il voyait, écoute, t'as pas idée comment il voyait ça gros, là. Think big. Lui, il s'est dit, ça marche, lui, on va faire comme les Américains. même aux États, c'est pratiquement du jamais vu ce qu'il a fait. Il avait bâti un immense dôme avec une track intérieure beaucoup plus grande qu'une aréna. Ça, c'était avant que Olivier achète X-Town. Ben avant. C'était le premier propriétaire de X-Town. Lui, il a vu big pour de vrai. Ah, vraiment. Lui, ça s'appelait pas X-Town, c'était X-Town, centre de sport d'action. Okay. Track de motocross intérieur, extérieur, un centre de BMX, une track de chars téléguidés. Il y avait vraiment... C'était large. Très large. Il y avait un gros dôme immense là, pour faire pratiquer le sport du motocross 12 mois par année. Comme à Spider, en Floride? Oui, mais vraiment, vraiment fermé là, pour pouvoir en faire l'hiver. Oui, c'était 12 mois. C'était ça la patente. Puis il y avait... à écouter la clientèle, il y avait un marché pour ça. À écouter la clientèle, tu sais. Finalement, non, pas en tout. Il y en a eu un aussi qui a été construit, un centre de motocross intérieur, il n'y a pas longtemps, puis qui n'a pas fonctionné. Puis écoute, Nicolas, que je connais par en arrière, là, on a des amis communs. Mais j'avais dit aussi, écoute, tout ceux qui l'ont essayé, mais en même temps, je veux dire, même Yves, quand il y a quelqu'un qui a voulu partir sur la piste de motocross, il s'était probablement fait dire ça marcherait pas. Ouais. Fait que maintenant, on peut pas bâcher sur tout le monde qui essaie quelque chose. Là. Je veux dire, ça aurait été vraiment cool que ça marche. Le premier hiver, ça a quand même marché quand même pas pire le dôme. C'était grand et tout, mais maintenant, le monde a réalisé que dans le fond, si je pour mettre 1000$, moi aller dans le sud, puis je vais. Ouais. Puis tu sais, ça reste, mettons, si on compare au golf, il y a des golfs intérieurs l'hiver aussi, devant des écrans, des trucs comme ça, mais si on compare le nombre de golfeurs versus le nombre de golfs intérieurs hiver, tu réalises que dans le fond, il doit y avoir juste à peu près 0,5% de la clientèle qui pratique leur sport 12 mois. Ça nous prend un break. En motocross, là, quand arrive le mois de novembre, si on a un super bel été, quand arrive le mois de novembre, même s'il fait beau, il n'y a personne.
parce que les gars, ils ont roulé. Ils se sont cassés, ils ont fait mal à leur bike, ils ont pas fait leur toit, ils ont du jardinage à faire. Il y a mille et une bonnes raisons d'arrêter de faire du bike. La blonde a envie de passer un peu de temps. Définitivement. Ben voyons donc. Définitivement. Puis... Hey, là, c'est le temps d'aller cueillir des pommes, là. Tu lâches ton bike. Ouais, les pommes, ça fait toujours mal à notre business. Maudite pomme. Mais écoute, t'as fait bien les affaires, mais t'as été animateur de MotoX. Ouais. MotoX qui est parti comme émission de télé avec Félix. Ouais. RDS, puis là, parle-en, écoute, t'étais là-dedans Hey, ça aurait avec été ton cool d'avoir père, du puis visuel de ça. Y a-tu des archives en on a quelque une part? photo, je pense, Adrienne, d'Olivier en tant que, quoi, c'est animateur. Ouais, ça, je l'étais. T'avais quel âge là-dessus? Milieu vingtaine à peu près. Milieu vingtaine. Fringant, jeune et fringant, tabarouette. Plein de cheveux. Fait que là, conte-nous l'histoire de MotoX. Comment ça a parti, cette histoire-là? En fait, on parlait de passion. Mon père, c'était son métier. Puis c'était aussi sa passion. Puis en même temps, parce que c'est son métier, il voulait être sûr que ça plante pas. Fait que bref, lui, pour mettre le motocross de l'avant au Québec, il a créé carrément MotoX. Ouais. Ah, c'est cool. C'est vraiment on the side. C'était une compagnie de production de production taxi qui créait MotoX. Fait que c'était le même individu. Avec le temps, il a rencontré Félix, qui est Félix Trépanier, que tu connais évidemment très très bien. Pour les auditeurs, c'était avec Félix que moi j'ai fait MotoX. Toutes les années de MotoX ou presque on connaît. C'est un réalisateur télé. Qui a réalisé les émissions d'Hugo Girard, là, on en a parlé. Exactement. Plein de shows de télé, mes DVD. Ouais, c'est ça. Mais là, on parle au début encore de sa carrière. Il sortait de l'école, puis ça a été le premier partner à mon père. Il commençait, Félix. Il commençait, c'est vraiment ça. Puis il a été super parce que nous autres aussi, on commençait. Moi, ça a été... Mon père voulait rien savoir de ma... Tout le monde commençait. C'est ça, exactement. Tout le monde commençait. Ouais, à la base, quand il a créé ça, j'étais comme « Hey, je veux ma place, je veux ma place. » Il voulait rien savoir, évidemment. Ton père? Ah oui. Il voulait pas te mettre dans le show? Ben non, à la base, tu sais, je veux dire, t'es un peu le... Pas qu'il s'est jamais pris pour le kingpin, mais tu sais, c'était la référence dans le motocross au Québec, de placer son gars juste comme ça, alors qu'il... Il disait non. Non. Fait que là, je dis, OK, mais si je vais faire un cours, OK. Fait que je t'allais faire un cours privé, un affaire intensif de CIMA pour Média, pour dire, OK, ben là, j'ai quelque chose. J'étais quand même super... T'as fait Promédia? Ouais, c'est cool, fait ça. Promédia. Promédia, c'est une école, dans le fond, de télé-radio privée, mais il y a comme plein d'animateurs quand même, qu'on voit encore aujourd'hui à la télé qui ont fait tu sais, c'est un espèce intensif 6 mois où, versus l'université au cégep, c'est que t'as plein d'autres choses. Là. Dans le fond, c'est juste bang, à télé. Ben, je suis sorti de là, j'étais quand même mauvais. Là. On va se le dire. C'est pas parce qu'on les a vus à télé, le monde, que c'est pas parce qu'ils ont passé à Promédia. C'est parce qu'ils sont bons dans la vie en général. Puis ils ont eu la chance de pogner l'exemple du monde comme Félix, qui lui était nouveau aussi, mais il avait quand même un super bon regard avec tout ça. Puis il nous a appris à être... Je dis nous parce qu'on a vraiment fait ça dans les mêmes années. Je me souviens, je voyageais en avion avec Félix, puis il nous racontait la semaine qu'il est allé passer avec toi en Californie ou whatever. C'était des super belles années. Fait que là, finalement, t'as tes cartes d'animateur de Promédia, tu te ramasses comme... puis j'ai fait ça 5 ans. En fait, je faisais des chroniques. Tu faisais plein d'affaires. C'est ça, je faisais... Moi, ce que je trippais le plus, c'était vraiment ce qu'on voit là, c'est qu'on suivait le championnat canadien. Puis on faisait des entrevues avec les gagnants. Puis ça manque vraiment. Il y avait des bonnes codes d'écoute. Si on regarde avec les émissions d'aujourd'hui, c'est tellement dilué. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Mais ça manque au monde. Fait que là, tu te ramassais à faire la tournée des championnats canadiens de motocross. Et tu interviewais tous les pilotes et tout ça. Fait que c'était vraiment cool comme show. Écoute, quand même, je veux dire, on sait que c'est pas évident, c'est toujours une question de budget. Et là, de pouvoir faire la tournée comme ça du championnat canadien de motocross à chaque tranche, d'être là, d'être présent, de filmer ça, des entrevues, c'était vraiment un show de qualité. Puis, écoute, toi, t'as mené ça quand même, parce que t'étais tout seul, je pense, là-bas. Là, j'allais avec Félix. Ouais, mais je veux dire, il n'y avait pas d'autres co-animateurs avec toi, c'est ça. Fait que tu menais pas mal la patente de A à Z, là. C'était vraiment des belles années. C'est dans ces années-là que j'ai compris que je ferais pas ça dans la vie aussi. Parce que c'est un métier difficile dans le sens où... Ça a l'air facile, ça a l'air glamour, ça a l'air cool parce que tu voyages, tu rencontres du monde, mais... moi, je compare ça à un joueur de hockey où c'est super difficile de se rendre puis tu peux être flushé dans le gars. Ouais, exactement. Tu te blesses, un faux move, n'importe quoi, va pas à telle place. C'est très, très, très par rapport à l'apparence. C'est ça. Moi, j'ai décidé, rendu là, que j'embarquerais pas là-dedans. Puis c'est à ces années-là où je travaillais à SRA.
Puis j'adorais ça. Tu sais, je donnais des cours, on donnait des camps de jour. Tu sais, d'un bord, je faisais ma passion. Puis l'autre bord, je disais, OK, ouais, là, faut que je me la joue. Tu sais, si tu veux faire de la télé, faut se la jouer un peu. Puis moi, ça me tardait pas du tout. Puis, fait que non, j'ai eu bien du fun jusqu'à la fin, carrément, de... Mais ça a duré longtemps, cette aventure. Ça a duré longtemps, c'est ça. Combien de temps, MotoX? Ah, ça a duré une 12aine d'années, si c'est pas une Quand quinzaine d'années. Puis t'as fait ça pendant 12-15 ans? Un petit peu moins que ça, 7-8 peut-être. OK. Puis ouais, on avait eu bien du fun. C'était qui le premier animateur de MotoX à l'époque? Ah boy, hey, je m'en souviens. Bonne question, J'étais bien hein? trop jeune. Il va falloir qu'on demande à Félix. Il s'en souviendra pas parce qu'il n'a pas été là du début. Mon père l'a fait tout seul avant. Écoute, je me souviens qu'il y avait une fille un moment donné. Tu demanderas à Simon Mans, puis il se foutait de sa gueule bien raide parce qu'il restait assis dans l'auto pendant les courses. Fait qu'elle arrivait, puis elle savait absolument pas quoi demander comme question. Non, il y en a eu il y en a eu du monde en masse. J'adore ça. Mais non, écoute, on parlait de ton père, puis tout ça, puis grand respect pour Pierre, puis... Tabarouette, il a fait énormément pour le sport. Et écoute, impliqué dans plein de trucs. Je me rappelle à l'époque, avant le Challenge Québec, avant la CMRC, tout ça, il y avait une association qui s'appelait l'ACMQ. Ouais. Et ton père était président de l'association de l'ACMQ. Donc tout ce qui était course de motocross au Québec. Il était impliqué là-dedans, le stade olympique. Et là, MotoX, c'était pas juste MotoX, à vrai dire, comme tu as dit, c'était une compagnie de production, télé, publicité. Ouais, parce qu'il est arrivé, en fait, lui, quand il était tout seul, c'était juste MotoX. Quand Félix est arrivé, là, ils ont ouvert les portes at large, vraiment. Ouais, parce que c'était une bonne équipe en réalité. C'était vraiment une bonne équipe. Puis la seule, je pense que la seule raison pourquoi c'est terminé aujourd'hui, c'est parce que mon père est tombé malade quelques mois après le dernier événement. Ouais. Mon père, que je salue aujourd'hui, qui vivait encore aujourd'hui, mais qui est plus vraiment la même... qui est différent. En fait, il y a eu que les gens comprennent... mon père, il a eu une méningite. Tant qu'à ça, j'ai beaucoup de monde qui me pose des questions. Une méningite à cet âge-là, c'est quand même relativement rare. Ça a créé genre 3-4 ACV. Il est passé 1 mois et demi dans le coma. On était convaincus qu'on le perdait. Il est ressorti, il s'est réveillé, il était fou raide. Il parlait du pape, il parlait il parlait de plein d'affaires qui n'avaient aucun lien avec la vie en général. Le système de santé a tiré à plug sur son cas. Ma soeur a dit non. Moi, écoute, c'est une question de timing, de merde. Dans la vie, des fois, là, je venais d'acheter Xtend avec mon père. Lui, il m'aidait avec les fonds au début. Il disait non, je veux pas te laisser manquer cette opportunité-là. Faisons-le. Puis on le savait, c'était la dernière année du Supercross, puis on le savait bien des mois avant la dernière édition que ça serait un flop là, avec les ventes de billets, on le savait d'avance. Non, on manque pas l'opportunité. Je vais t'aider, on va y hypothéquer pour aller chercher une marge de crédit, puis ça, bang, 3 mois plus tard, tombe malade. Le système de santé tire la plug 6 mois plus tard. Finalement, c'est ma mère qui a donné un coup de main. Écoute, ma mère financièrement, ma soeur de sa personne a donné à peu près 1 an à dire on engage des infirmiers, des infirmières, on l'a envoyé dans un centre privé pour pouvoir y payer les soins qu'il y avait nécessaires jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils deviennent moins pires, on le ramène à la maison. Aujourd'hui, mon père est autonome. Il est sourd, à peu près à 80%. Fait qu'on se texte, on s'écrit beaucoup. On est capable de jaser parce qu'il lit sur les lèvres très bien. Surtout qu'il y a plein de bruit autour. Donc, c'est pour ça qu'il peut pas être ici. Parce que sinon, il aurait aimé ça. Je veux dire, parler du Supercross, il s'en souvient encore. Mais on le salue, s'il nous regarde. Ouais, salut, c'est sûr qu'il va nous regarder. T'sais. Puis, fait que, mais aujourd'hui, regardez, c'est ça. Il est à moitié sourd, il est un homme très différent. Aujourd'hui, il y a un côté de sa gêne qui est parti. Et quand je donne des câlins à mon père, puis je dis je l'aime, à notre âge, ça se fait pas vraiment. Quand on était jeune, ça marchait pas. Puis, il est capable de partir en voyage en Italie tout seul pendant 2-3 semaines. Wow. Ça, c'est fou, raide. Quand tu m'as dit ça, parce que j'ai croisé Olivier il y a un petit bout de temps, puis je dis comment va ton père, et tout ça. Il dit écoute, il va pas, il part en voyage, pack-sac, tout seul en Europe. Je dis voyons donc. Écoute, lui, il va s'arranger. Avec un téléphone, on peut tout faire. Il va écrire sur le téléphone, il va se faire comprendre. Il a fait des cours en italien, genre, avant de partir en Italie. Il a la même intelligence, différente un peu. Il est un petit peu plus près de ses émotions, mais c'est encore mon père. Et puis, c'est lui qui mais Benoît Gagnon nous disait on a une vie à vivre. Hein? On est aussi bien de la vivre au maximum et de faire ce qu'on a envie de faire. Comme ton père fait, comme que tu as fait en achetant Xtend, comme vous faites en gagnant votre vie, puis en persévérant. Parce que, tu sais, tantôt, vous disiez, il y en a pas beaucoup qui gagnent leur vie avec la moto au Québec, mais il y en a encore moins qui gagnent leur vie, toute leur vie, avec la moto au Québec, tu sais. Puis on se pose pas trop de questions parce que
sais, je veux dire, ce qui est arrivé cette année, tu sais, je veux pas te poser de questions financières, mais je veux même pas savoir. C'est de la merde. C'est sûr. T'es fait canceller toutes tes shows, tu sais, c'est ton gagne-pain. Fait que c'est comme, OK, je peux te retourner en Chine? Il n'y a pas de spectacle en Chine, tu sais, je pense encore à toi avec tes spectacles. Fait que c'est clair que, tu sais, moi, j'ai écopé, puis j'ai même pas écopé de tant que ça versus toi ou versus n'importe quel propriétaire de resto, Ben. Puis quand on s'engage à être propriétaire de piste ou propriétaire d'entreprise, on s'engageait pas à ça. Là. Déjà qu'on n'est pas trop wise à penser à notre futur, là, genre nos REER puis tout, là, on bâtit pas nos business en fonction de nos vieux jours. Là. On espère qu'il y a quelque chose qui va arriver d'ici là. Parce que, vous n'avez pas de plan B, ben vous autres. Hein? C'est quoi? On espère qu'il y a quelque chose qui va arriver d'ici là. Y a donc lettre après A dans l'alphabet? Ouais, il y en a là, Dan Thibault qui a fait ses heures dans la construction qui va peut-être avoir sa pension. Ouais. Je veux dire, fait que là, quand il arrive des affaires comme ça, on fait ça parce qu'on aime ça à la base, puis parce qu'on veut pas y faire d'autre dans la vie. C'est vraiment ça. Là. Je veux pas aller travailler dans un bureau. Travailler, man, ça serait pas. Travailler, juste le mot de gars. C'est ça. Juste à y penser, mais c'est difficile quand tu as cette passion-là, puis tu as fait ça toute ta vie, c'est ça qui a pas été vraiment un travail. Qu'il y en ait un, mais qu'il n'y en ait pas un en même temps. De là, aller faire d'autres choses que t'aimes pas. Je sais pas, aller travailler dans un bureau, aller faire pas gestion financière, mais tu sais, ça faire de la paperasse, faire la mer. Comme, ben voyons donc, je passe la journée à faire de la gestion. 8 heures de temps. La gestion. Pour passer 8 heures dans mon boule, ça c'est comme ouf. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, il y en a qui le feraient pas, ça, tu sais, 8 heures. C'est ça. Puis ça en prend des deux, là, c'est pas... Exactement. Mais j'ai une bonne histoire de ton père que tu connais sûrement pas. À l'époque... il y a plein d'histoires que j'ai de ton père. Écoute, parce qu'il y avait un bureau à l'époque à Montréal, sur la rue, à côté du Journal de Montréal. Ouais, c'est Michel. À Iberville. Non, sur la rue Iberville. Ouais. Et là, il y avait le bureau... son père, Pierre, il avait son bureau dans le building, la rue Iberville, puis le voisin... de son bureau. C'était Jean Leloup. C'était Jean Leloup. Oui, tu me l'avais déjà conté, ça, que vous étiez ramassé dans le bureau à Jean Leloup. Oui, c'était drôle. Puis là, Félix me racontait plein d'histoires. Puis là, je me ramasse à un moment donné dans le bureau. Puis là, on parle, j'étais avec Félix. Puis son père était là. Puis tout ça. Puis là, on parle du stade. Je sais pas trop quoi. Et là, Jean Leloup retontit. Là, Jean Leloup, il arrive. Félix! Là, mon Jean Leloup. Puis là, Jean Leloup, Félix avait parlé de moi à Jean Leloup plein de fois, tu sais, parce qu'il fait travailler... Jean Leloup passait tout le temps, quasiment chaque jour, tu sais. Fait que là, Félix parlait de moi à Jean Leloup, Ben Milo, pis ci, pis ça. Puis là, finalement, je rencontre Jean Leloup, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme, waouh, Jean Leloup, vraiment cool, tu sais. Mais là, Jean Leloup est comme impressionné de me voir, comme, Ben Milo, pis ça. Non. Puis là, il me dit, Ben, je veux que tu me signes un poster. Ben, voyons donc. Fait que là, j'ai signé un poster. À Jean Leloup. Écoute, Jean, je vais t'en signer un, mais je veux que tu m'en signes un en échange, évidemment. Puis ça, c'était à l'époque qu'il sortait l'album Mexico. Ouais. Tu l'as perdu, ce poster-là? Je l'ai perdu! Écoute, le poster était vraiment cool. Faut retrouver Jean Leloup pour un autre... le slogan, c'était quelque chose comme si l'hiver te fait chier ou une affaire de même, va à Mexico, tu sais. Le titre était écœurant, tu sais. Ouais. Puis il m'avait signé un poster qui était le cover de son album, Mexico. Puis finalement, je pense dans un déménagement, je l'ai... Je l'ai garé, ce poster-là, mais non, Jean Leloup, t'es retondissé à toi 2 minutes, il allait voir Félix, pis tout ça, là, il connaissait les coureurs, genre, parce qu'il était tellement... Ouais, ben, c'est parce que, si tu te souviens, ma sœur, qui, elle, était pas dans le motocross, elle a jamais vraiment embarqué, sauf les dernières années, elle, ça a été elle qui a fait toutes les relations de presse du Supercross. Oui. Mais elle est relationniste dans la vie, elle fait des relations de presse, elle s'est occupée de la gérance de Jean Leloup pendant des années. C'est pour ça qu'il était tout le temps dans le bureau. Quelle histoire, quelle aide spéciale, très sympathique, mais spéciale. Oui, ouais. Non, vraiment. Juste un peu. Ouais. Ben non, écoute, très très spécial. Mais ça c'était drôle à chaque fois, parce que tu savais jamais quand Jean Leloup était pour ton tir. À un moment donné, on avait une palette de... C'était-tu des... je pense que c'était des posters, peut-être, du stade, une affaire de même. Puis là, on sortait ça du bureau sur un chariot. Puis là, on croise Jean Leloup dans le corridor. Puis là, Jean Leloup était comme... Mais voyons, non, c'est dommage de posters, ça. Puis il capote. Mais tu sais, c'est toutes ces réactions de tout le temps quelque chose. Puis l'autre truc que j'avais trouvé bien drôle aussi, c'était l'espèce de mauvaiseur du poster du Super Motocross de Montréal. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un pilote québécois qui était sur le poster du Super Motocross de Montréal, il y avait vraiment une mauvaise course au Super Motocross. C'est vrai.
Il y avait eu Marco Dubé, il y avait eu Jean-Sébastien Roy, il y en avait eu pas beaucoup. Mais toi aussi, tu l'as fait? Je l'ai fait, mais moi, j'ai brisé ce truc-là et j'ai gagné cette année-là, je l'ai gagné. Mais avant moi, il y avait eu Marco. Je sais plus dans quelle année, peut-être en 2002. C'est plus l'année, je me souviens du poster avec le numéro 17. Oui, exactement. Ouais. Marco, et c'était rare qu'il y avait un pilote québécois sur le poster du stade, mais là, cette année-là, il y avait Marco. Et là, tous les yeux sont sur Marco, il est sur le poster, tout ça, c'était une grosse année pour lui. Et paf, bad luck, ça va vraiment mal. Ça va. OK. Année suivante, Jean-Sébastien Roy. Gros poster, Jean-Sébastien, super sérieux sur le poster, les bras croisés. Ah, ouais. T'en rappelles? Stagé à côté. Oui, en studio, toute la patente. Paf, mauvaise année pour Jean-Sébastien Roy. Là, il décide de faire un poster version freestyle motocross. Mais t'as-tu voulu dire non, étant donné qu'il y avait ce mauvais sort-là? En 2007. Premier poster du Super Motocross. Non, c'est pas vrai, c'était pas le premier avec Freestyle. Il y avait eu Mike Jones aussi avant. Qui fait grab. Puis que son bike était droit. Là. Exactement. Fait que finalement. Passé à Extend, j'ai tous ces cadres-là dans l'accueil. Ah, c'est très cool. Ouais, c'est très cool. Puis là, finalement, il décide de le faire avec moi. On avait vraiment une belle photo, faut dire. Là. Marc Legros avait fait la photo avec d'en dessous, avec des flashs, pis tout ça. Puis là, le trick était parfait pour la photo était parfaite pour un poster comme ça. Puis là, finalement, ils l'ont utilisé et j'ai gagné au Super Motocross de Montréal cette année-là. T'as brisé le mauvais sort. J'ai brisé le mauvais sort. Fait que, et je m'en rappelle, avant, j'avais demandé à Pierre, j'avais demandé une augmentation de salaire pour mon cachet, pour le Super Motocross. J'avais été voir, Pierre, là, je veux une augmentation, puis ça. Je sais pas, je vais m'augmenter de peut-être 1500$ en affaire, de même 2000$, je sais plus trop. Puis là, Pierre me regarde. Puis son père, tu sais, c'est un intellectuel, puis il analyse, puis il te regarde, tout ça. Puis Pierre, je veux une augmentation, puis je le vaux vraiment. Puis j'arrivais de la Californie, puis tout ça. Puis là, je pensais que je valais pas mal plus, puis j'avais des nouveaux trucs. Dans le temps que t'avais un cognac coquillage et des lunettes au clé. Non, pas pantoute. Et finalement, Pierre me regarde. Puis là, il m'avait demandé, genre, comment ça, tu sais, pourquoi? Puis Pierre, je te jure, je vais gagner au Stade olympique. Je suis prêt, ça va être mon année, je vais gagner. Puis il me regarde et il me dit OK, on va te le donner. Fait qu'il m'a donné mon augmentation que j'ai demandé, puis j'ai gagné au stade. Wow. Fait que tout ça pour dire que ça va. C'est comme un moment spécial, je trouve, dans une carrière que tu fais comme OK, il s'est passé quelque chose, la personne a cru en toi, puis là, dans ce cas-là, c'était ton père, puis j'ai toujours eu un grand respect pour ton père, puis j'ai comme fait wow. Il traitait pas les courses puis les coureurs comme la plupart des autres promoteurs avec qui j'ai fait affaire. C'était bien différent. C'était comme deux mondes bien différents. T'sais. C'était comme le monde des promoteurs en général. Puis là, je parle pas juste des promoteurs de courses de motocross, mais c'est le Far West. Là. C'est la jungle. C'est fou raide. Il y a de tout. Là. Il y a du bon, du mauvais. Il y a vraiment tous les extrêmes. Fait que j'étais comme tout le temps habitué de négocier avec des personnages puis du drôle de monde. Puis tu sais, étant jeune, c'est pas évident. Non. Tu sais, il faut que tu fasses ta place. Puis à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre. Tu dis non, là, je sauterai plus pour 2 hot dogs puis 150$. Tu sais, à un moment donné, fait que, non, mais à un moment donné, faut que tu crois en toi puis faut que tu te vendes. Mais quand t'as pas d'argent puis tu commences, c'est pas tout le temps évident, tu sais. Fait que, puis des fois, il y a du monde qui prennent un peu avantage à ça. Mais là, cette fois-là, j'étais arrivé et j'avais comme plaidé mon truc à ton père. Ton père m'a écouté. OK, il va le faire. Puis finalement, paf, ça a bien été. Puis j'ai gagné. Puis on a eu des super bonnes années. Écoute, on a eu des super bonnes années avec le Stade olympique. La promotion, écoute, on se donnait. Là. Non, écoute, on faisait des campagnes cool. promotion avec Max Do qui me. Écoute, on faisait une tournée promotionnelle de TVA, écoute, LCN, la radio. C'était. Le monde a toute leur vision des choses. Puis le show arrive, que ce soit notre dernière édition, qui fait quand même 7-8 ans, là, ou que ce soit les derniers Super Motocross, Supercross que Gestev a refait. Ouais. On n'entend pas parler, il n'y a pas mis de pub à la télé. Mais c'est tellement varié à cette heure, le nombre de médias qu'on a, que si tu veux être vu partout, ça va te coûter des millions. C'est dilué à côté. À l'époque où tu faisais ces tournées-là, je m'en souviens très bien. Tu avais TQS, TVA, puis Radio-Can. Puis le journal, puis RDS. C'était ça. Facebook puis tout n'existait pas, fait que c'était bien plus facile de diffuser de l'information. Le même ça 200 000, c'est ça, le même 200 000 va aller chercher bien plus de monde qu'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ça fait partie des raisons pourquoi tout ça est décédé. C'est parce que c'est difficile de dire à tout le monde que l'événement est là. Mais pour finir ce que tu disais par rapport à mon père, je pense qu'il y a une des choses qui a peut-être aidé au motocross au Québec
c'est que, comme je disais tantôt, pendant des années, mon père, à part les 7-8 dernières années où ils ont, quand le stade a dit, bon, ben, l'événement pour nous sera plus assez rentable, on tire la plug. Donc, toutes les 6-7 dernières éditions, ça, c'était à son compte. C'était avec 2 autres partners, puis ils prenaient le risque de louer le stade et tout. Mais avant ça, c'est-à-dire, tu sais, ce fois-là, exactement, où tu es allé demander ton augmentation, ben lui, il soumissionnait un budget au stade, tu sais, puis les autres, quand ils acceptaient le budget, après ça, ce que mon père faisait avec les sous, concrètement, il s'en foutait un peu, tu sais. Les autres, ils regardaient, bon, ben, ça coûte 1 million à faire, ils rendent 2. OK, on s'en fout ce que tu fais avec ton million, tu sais, c'était un peu ça. Ouais. Puis, il en a donné de l'argent à Start Money, là. Oui. Il en a donné, puis de l'argent non justifié, tu sais. Mérité, oui, non justifié, dans le sens où, tu sais, de prendre un jeune, puis je n'aimerais pas de nom, là, je veux pas faire de jaloux de merde, mais de prendre un jeune puis de dire, regarde, je vais te donner un chèque de 5 000. Là, on parle de ça dans les années 2000, tu sais. Ouais. Mais je veux que tu ailles faire le championnat canadien. Mais c'est juste dans le but que ce jeune-là devienne meilleur pour avoir une autre tête d'affiche éventuellement au Québec, tu sais. C'est vrai, je m'en souvenais plus de cette histoire-là. Puis ça avait avec MotoX, puis tout ça, ça avait dit bon ça tournait tout parce que c'était de créer vraiment des nouvelles vedettes parce qu'après JSR, il fallait qu'on ait quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, il y en a des jeunes qui sont ressortis de ça, là. Mais, tu sais, Kevin, Tim Tremblay, Généreux, whatever, on a fait du millage avec ça, mais en même temps, tout est arrivé, JSR qui est parti, puis, tu sais, j'ai rien contre les gars. Kevin, beaucoup de respect pour lui. Ouais. Mais JSR est 5 fois champion canadien dans la grosse classe. Non, mais c'est quoi? C'est la longévité. C'est la longévité, c'est l'acharnement aux États-Unis qui nous a vraiment, qui a amadoué tout le monde. C'est ça qui réalise vraiment notre rêve de dire si tu veux aller botter le cul aux Américains. C'est ce qui a fait de différent un peu de Carl ou, mettons, Kevin qui sont restés plus ici, puis je comprends à 100% leur décision. Je suis pas en train de juger. Kevin, c'est soit que tu t'en vas à essayer de gagner ta vie en dépensant de l'argent aux États ou tu restes ici en faisant un métier. Je comprends la décision. Carl, c'est une autre affaire. Carl, c'est parce qu'il y avait... premièrement, il gagnait tout au Québec puis au Canada. Mais en plus, c'était le pionnier du freestyle motocross avant même que le freestyle motocross existe. Avec son knack-knack, ben oui. Et oui, et au Stade olympique, il y avait des concours de sauts. Vous avez commencé ça, écoutez. Avant même que je sois né, je pense, depuis toujours, il y a eu des concours de sauts. Ça a commencé avec des sauts en longueur. Ouais. Pendant la course. Mais ça se faisait pendant la course. Il y avait quelqu'un qui était là, genre, puis qui checkait qui a atterri le plus loin. Là. Je te parle de ça, mais je me souviens pas physiquement. Là. On s'entend que c'était dans les années 80. Je me suis fait expliquer tout ça. Là. Mais moi, je rêve d'un combo, genre, tu sais, une course, mais avec des éléments de freestyle intégrés. Non, les gars de freestyle sont pas assez en forme pour Oublie ça. Oublie ça, mais non, au Stade olympique, c'est ça. Fait que là, Carl, avant Jean-Sébastien, c'était Carl. Et là, Carl, évidemment, c'était le top au Québec. Et là, en plus, il faisait les concours de saut. Et souvent, il gagnait. Là, c'est là qu'il y avait la faveur du public, vraiment. Que là, le monde s'associait à lui. C'était un top. Il savait quoi dire devant des caméras. Puis, il avait fait justement les concours de saut au Stade olympique. Écoute, la fameuse photo du Knack-Knack, je pense, qui était écœurante à Suzuki en 80, je sais pas trop, 15, avant ça, 14, je pense. Puis il gagnait les concours de saut. Il y avait des bons tricks à l'époque. À l'époque, c'est ça. Écoute, Can-Can, Knack-Knack, les whips, il y avait un super beau style, pis ça. Fait que ça a été une des affaires. Pourquoi que un des pionniers, une des vedettes, ça a vraiment contribué justement à son standing dans, si tu veux, l'espèce de hiérarchie de motocross au Québec. Là. Fait qu'après ça, Jet GS, ça a été d'autres choses. Je veux dire, il a amené ça à un autre niveau. Là. Ouais. Il a amené vraiment le pilotage à un autre niveau au Québec de ce qu'on avait vu. Je dis, wow, OK. Ouais, parce que pendant toutes les années où il allait courser aux États, tout le monde savait bien au Canada que le champion canadien n'était pas vraiment le champion canadien, que c'était JSR le plus vite, mais qu'on l'assumait qu'il n'était pas parce qu'il allait se faire il voulait essayer de gagner sa vie aux États. Puis lui, un jour, je veux pas mettre des mots dans sa bouche, il vous l'expliquera, mais de ce que j'ai compris, c'est comme, bon, OK, je le réaliserai peut-être pas mon rêve, je vais aller gagner ma vie. Puis il est venu gagner 5 fois le championnat canadien, tu sais. Mais là-dedans, c'est des saisons de 15 victoires sur 16 courses, là. Il dominait, là, tu sais. Puis c'était... Je me souviens ces années où je faisais des entrevues que je faisais à joke, tu sais. Tu mets le micro dans la face, tu dis rien, puis là, il passe son speech. Là, ouais, je suis parti. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux poser au gars comme question que ça fait toutes les courses qu'il gagne d'affilée? Il part 12e ou il part premier, il gagne pareil. Puis, c'est rien contre les autres. Là, il était vraiment juste dans une classe à part. Il était plus fort que tout le monde. Ouais, puis c'était psychologique. Là. Je me souviens d'une année où, à Regina, il pogne les whoops croches, met le pied à terre dans les whoops, se pète le gros orteil dans la botte. T'sais. Finit la course, gagne pareil. Puis là, on prenait des avions ensemble avec Félix.
Puis là, il est là, il nous montre son orteil, immense, tu sais, aïe. L'orteil est pété, il est là comme, c'est pas 100%. Pas que mes compétiteurs savent que je me suis blessé, parce que je voudrais pas leur adonner. Le motocross, c'est psychologique. C'est juste une guerre de psychologie. Fait que lui, il dit, je veux surtout pas leur donner un petit edge. Puis c'était les années à. C'était Damon Hoffman, c'était Blair Morgan, c'était pas des 2 de pique là, dans la compétition, c'était loin d'être des 2 de pique. Puis pour des gars comme ça, de savoir ou de penser que ton compétiteur peut avoir une moindre faiblesse, ben ça peut t'aider de donner la confiance de. Comme, non, dites pas. Fait qu'il a fini la saison avec l'orteil pété, puis ça n'a rien changé à son résultat. Un vrai de vrai, lui souffrir, il a pas eu peur de ça dans la vie. Là. Absolument pas. Sur ces belles anecdotes, je pense que c'est notre moment Shine. Oui, notre nouveau partenaire, Silver Wax, qui est partenaire avec le podcast, et on a un nouveau segment. Oui, en fait, dans le moment Shine, on demande toujours à notre invité le moment dans sa carrière, que c'est ça dans ta carrière en tant que pilote, dans ta carrière en tant que fan de moto, de propriétaire de piste, un moment où t'as brillé, où t'as vu quelqu'un briller, ou tu sais, le moment qui a eu le plus d'étincelles, mettons. Ah ben là, on en parle depuis tantôt, c'est quasiment plate. C'est JSR, sa victoire au stade. Ouais, celle avec ton père, celle-là ici, là. Ouais, exactement. Il y a aussi la dernière édition du Supercross. Moi, pendant des années... 2012, hein? Ouais, j'ai pas travaillé avec mon père. C'est-à-dire que, tu sais, quand je suis arrivé à 20 ans dans le marché du travail, mon père avait 50, il était loin de la retraite, tu sais. Fait que si j'ai essayé un peu de travailler avec lui, mais je me suis avancé à travailler pour lui, puis ça marche pas en famille en général. C'est 10 ans plus tard, genre, quand je travaillais à Serra, que m'année quand ça, je me suis mis à avoir un peu plus de temps. Il a dit, ben moi, là, il arrivait à 60, là, la retraite arrivait un peu plus. Donc, tout ça pour dire que la dernière édition, c'est l'édition où je me suis impliqué vraiment le plus. C'était Matraque à 100%, puis rendu là, j'étais vieux, j'étais arrivé avec ça faisait des années que j'étais à SRA, tu sais, j'avais un background que lui avait plus, lui, il suivait plus les courses, rien. Fait que là, c'était vraiment Matraque. C'est moi qui l'avais designé au complet. C'est moi qui avais invité les riders. Il y avait Félix qui s'occupait du freestyle, puis moi, je m'occupais vraiment de tout le segment track. Fait que ça, c'est sûr que pendant la dernière finale, j'étais un petit gars sensible, puis j'ai braillé tout le long de la course parce que j'étais comme... Tu savais que c'était la dernière édition en 2012? Non, on le savait. On le savait un mois avant l'événement, on le savait. Puis écoute, tu sais... 2012. Hein? Ouais, il y avait un line-up encore, là. Tabarouette. Juste en freestyle, Adam Jones que vous avez fait venir. Tom Pagès, Nate Adams, c'est capotant. Puis on avait juste eu 33 000 spectateurs. C'est énorme, 33 000 spectateurs, quand tu penses à ça. C'est le double qu'il y a eu au dernier Supercross, mais c'est juste que nous, le show qu'on voulait faire, il coûtait plus cher que ça. Puis on voulait pas descendre de dire, ben on va couper notre show pour s'adapter au nombre de spectateurs qu'on a. Moi, j'avais des opportunités dans la vie. Mon père arrivait à la retraite. C'est comme, non, on va pas refaire le monde. Anyway, si on n'est pas se planter en refaisant le monde, on va se planter encore plus fort. T'sais. Non, c'est ça. Fait que à la fin, avant de limiter les pertes, ça pour dire qu'un mois avant, j'essayais de couper d'un bord puis de l'autre. Il y avait un de mes chums, Reda, qui m'aidait beaucoup à l'époque avec Stand, qui dit, hey, moi, j'ai un chantier de construction de centre-ville qui finit par me livrer de la terre. Bref, je sauve à peu près 90 000 $. Puis là, à la fin, je coupe des sections de track. Puis là, mon père me regarde et dit, regarde, veux-tu que je vais être honnête avec toi? C'est le dernier. Sois-en fier. Ouais. Parce que même si tu me sauves un autre 30 000, c'est notre dernier pareil. Là. Ouais, c'est ça. Fait que fais dans une track que tu vas être fier, que tu vas être content. Fais un line-up le fun. Puis, fait que c'est ça qu'on a. Mais il y a eu raison parce qu'on en parle encore aujourd'hui, puis c'est un des beaux moments de ta carrière. Ouais, carrément. Puis moi, je venais juste genre d'acheter Xtend. Un mois et demi avant, j'avais acheté Xtend. Puis là, c'était comme, je savais que c'était le dernier. Fait que c'était plus comme, on ferme le livre. On passe à autre chose, mais j'étais pas comme on passe à autre chose, je sais pas quoi. On passe à autre chose, je m'en vais extendre. C'est capotant. C'est cool. Ouais, c'est vraiment. C'est une belle suite des choses, mettons. Cool. Ben écoute, Olivier, on prend jaser des heures du Super Motocross de Montréal. On a appris vraiment plein de choses. On est allé vraiment dans des sujets qu'on parle peut-être moins habituellement. C'était vraiment intéressant. Oui, ça serait quoi? Ce serait le fun à un moment donné, jaser avec ton père ou écoute, j'aimerais ça qu'il soit là. C'est plus compliqué. On dit salut encore. Oui, absolument. Il est sur Facebook. Si vous avez des questions pour lui, il aime ça répondre. Je n'ai pas si vous le connaissez à l'époque. Il va se souvenir de vous. Il y a des maudites bonnes chances. Il y a des petits trous de mémoire, là, mais en général, ça se porte très bien. Cool. Bon, ben, Ali, écoute, merci. On peut te retrouver chez Xtend, je pense. Aussi simple que ça. Allez chez Xtend si vous voulez faire du motocross, si vous voulez initier vos jeunes aussi. Ouais, ben, nous autres, je dis toujours, ça fait 40 ans que moi et ma famille, on vit du motocross. Fait que si on veut continuer à vivre longtemps comme ça, poussons pour que la jeunesse, ça c'est un très bon exemple. Ça, c'est nos camps de jour. On a ça en ce moment, ça commence à 7 ans.
Hey, on aurait-tu trippé comme gamin Oui, pour vraiment. faire ça? Ben oui, à la traque était cœur. Au Ouais. lieu d'aller jouer au ballon puis chanter des chansons, Puis là, c'est à ce moment-là que vous vous dites, voyons, qu'est-ce qu'on fait à Trois-Rivières? Il faut déménager à Saint-Jérôme pour que notre gars y aille faire le canjon. Ah, mais il est tannant. Je suis pas sûre que... J'ai pas de trouble avec ça. Hey, pendant qu'un demain sur le Valais, ils font pas de mauvais coups. C'est C'est vrai. vrai, t'as tout à fait raison. Ah, t'as absolument raison. Hey, on invite les gens à aller s'abonner à ta page Facebook, c'est pas compliqué, c'est X-Town. Oui. Ouais. Puis à la page Instagram aussi, que c'est la même chose. Extend Motocross. Extend motocross sur Instagram, ouais. Et voilà. Aussi simple que ça. Ah, Wow. Regardez ça, j'ai des frissons. Ça, c'est ton Ben bureau, oui. c'est ça? Ça, c'est mon bureau, ouais, exactement. Le boule. T'sais, on dit on fait ça tout amuse. nous-mêmes, les gars de motocross, ça devient débrouillard. Là. Ouais. On n'a pas le moyen de payer quelqu'un pour venir changer nos chenilles. Là. On le fait nous-mêmes. Wow. Ouais. Tellement Ouais, de stock. Non, écoute, t'as notre track écœurante, une business écœurante. Lâche pas, Ali. Merci, toi aussi. Et, Bonne chance écoute, dans le futur avec tes shows. Je te souhaite que ça reparte. On lâche pas. Il faut pas. Adrienne? Merci aussi. Ça fait un plaisir, comme d'habitude. On dirait que j'ai comme le goût d'aller faire du bike, là. Je sais pas, je suis la seule Ah ouais. qui a comme eu le goût On y avec va. cette conversation-là. Je pense pas que t'es la seule. Non. Non? Non, je pense que ah ouais, on close ça, ce podcast-là, puis on s'en va rider. Bien sûr. OK? Merci Ciao. tout le monde. Ciao. Salut!